Le soleil n'avait pas nettoyé la crête quand le monde se transforma en feu et en métal hurlant. Le maître principal, Helena Thornburg, sentit l'onde de choc avant de l'entendre. Une compression d'air qui lui retourna les poumons et la claqua contre le toit du Humvee. L'EEI avait été enfoui profondément, charge creuse pointée vers le haut, conçue non pas pour désactiver, mais pour anéantir. Quand la fumée se dégagea suffisamment pour voir, le véhicule de tête était parti. Non endommagé. Parti. Juste un cratère en morceaux brûlants dispersé sur 50 mètres de sol durci syrien. Elle bougeait avant que ses oreilles ne cessent de sonner. L'entraînement prit le dessus. Évaluation, réaction, exécution. Le convoi s'était arrêté net sur le fond de la vallée. 8 véhicules étirés comme des perles sur un fil. Et quelque part dans ce chaos se trouvaient des hommes blessés qui avaient plus besoin d'elle qu'ils n'avaient besoin de leur peur. Le maître principal Garrett Vance lui attrapa l'épaule alors qu'elle sautait du véhicule. Il avait 58 ans, à 3 semaines de la retraite, et ses yeux, s'éclaircit la gorge, tenaient le genre de clarté qui ne venait que de regarder de jeunes hommes mourir pendant 3 décennies. Thornburg attendait le balayage. Elle n'attendit pas. La deuxième explosion vint de la crête. Un obus de mortier qui frappa avec une précision mathématique entre le troisième et le quatrième véhicule. Des éclats d'obus chantaient dans l'air comme un millier de frélons en colère. Elle courait déjà bas et vite vers l'épave en feu du Humvee de tête. La chaleur frappa son visage comme un four ouvert. À l'intérieur du cadre tordu, elle pouvait voir du mouvement. Quelqu'un était encore en vie. Le soldat de première classe Ethan Braddock avait 19 ans et hurlait. L'explosion avait soudé sa porte fermée et rempli l'intérieur de fumée assez épaisse pour s'y noyer. Helena ne pensa pas. Elle saisit le cadre où la fenêtre avait l'habitude d'être et tira. Le métal était assez chaud pour cautériser à travers ses gants. Elle tira quand même. La porte se libéra avec un hurlement d'acier torturé et Braddock tomba dans ses bras, son uniforme fumant, son visage noir de suie. « Je te tiens », dit-elle et le pensait. La troisième explosion la rattrapa à mi-chemin du couvert. Elle sentit l'impact dans ses os avant que la douleur n'arrive. Une sensation comme si quelqu'un avait enfoncé un pieu de chemin de fer à travers son abdomen. L'éclat d'obus entra juste sous ses côtes et déchira à un angle, manquant sa colonne vertébrale de quelques centimètres, sortant par la chair de sa cuisse externe. Elle ne tomba pas, ne pouvait pas tomber. Braddock était un poids mort sur ses épaules, et 40 mètres était une vie mesurée en pas et en volonté. Derrière elle, la crête éclata de tirs d'armes automatiques. L'embuscade avait été un manuel. Les clouer au sol, les séparer, les détruire pièce par pièce. Le capitaine Marcus Hayward hurlait dans la radio pour un soutien aérien qui mettrait 20 minutes à arriver. Dans une fusillade, 20 minutes était l'éternité. Helena arriva au point de triage hâtif avec Braddock respirant toujours. Les médecins l'arrachèrent de ses épaules sans un mot, sans contact visuel, le précipitant vers une bâche en toile déjà tachée de rouge. Elle se tint là un moment, vacillant, essayant de se concentrer à travers la statique grise rampant au bord de sa vision. Du sang coulait librement le long de sa s'accumulant dans sa botte. Elle pressa une main sur son abdomen et elle revint glissante et sombre. Le médecin-chef Ryan Blackwell leva les yeux du soldat sur lequel il travaillait. Ses yeux passèrent sur elle, cataloguant et rejetant dans le même regard. « Vous êtes consciente, dit-il. Pas une question, s'éclaircit la gorge jugement. « Je suis touché, dit Helena. Sa voix sonnait loin, comme si quelqu'un d'autre parlait. Traumatisme abdominal pénétrant. Besoin de pression. Et vous parlez. Blackwell la coupa. Cela signifie que vous n'êtes pas une priorité. Asseyez-vous là et attendez votre tour. La spécialiste Amy Kessler, à peine 26 ans dans 3 mois de Fort Sam, Houston, leva les yeux du garrot qu'elle attachait. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle vit le sang se répandre sur l'uniforme d'Helena.
Chef, elle a besoin de se tirer de mon chemin. Blackwell claqua. Nous avons des soldats qui meurent ici, de vraies victimes. Déplacez-la. Deux simples soldats s'attrapèrent Helena sous les bras et la traînèrent d'à moitié, la portèrent d'à moitié derrière le volume d'un MRAP. Ils la laissèrent tomber dans la terre comme un sac d'équipement et disparurent de nouveau dans le chaos organisé du point de triage. Elle essaya de se lever. Ses jambes ne répondirent pas. Elle essaya d'appeler. Sa voix éclata en une toux qui avait le goût de cuivre et de sel. À 30 pieds de distance, le maître principal Vance était en train d'être chargé sur une civière. Il avait reçu des éclats d'obus dans le bras et l'épaule. Rien qui le tuerait, mais assez pour le clouer au sol pour l'évacuation. Il la vit là, recroquevillée contre le pneu, et son visage devint dur. « C'est un SEAL », hurla-t-il à Blackwell. « Traitez-la d'abord. » Le capitaine Hayward s'interposa entre eux. Il avait 48 ans, corps de la logistique, un homme qui avait passé plus de temps derrière un bureau qu'un fusil. « Sergent, nous ne chargeons que les critiques. Elle prendra le prochain hélico. » « Il n'y aura pas de prochain hélico, » dit Vance, mais Hayward se détournait déjà, hurlant dans sa radio à propos des fenêtres d'extraction et des vecteurs de menace. Les hélicoptères arrivèrent bas et vite, soulevant une tempête de poussière qui rendit le monde marron et fit que respirer ressemblait à une noyade. Helena regarda à travers l'espace sous le MRAP, alors que les civières étaient chargées l'une après l'autre. Braddock monta, Vance monta, toujours en train de discuter, sa voix perdue dans le souffle du rotor. Des soldats avec des blessures moins graves que les siennes montèrent. Le dernier hélico décolla avec un son comme le monde se déchirant dans deux. Et puis il y eut le silence. Pas le genre paisible, le genre qui appuyait sur la poitrine et faisait oublier son rythme au cœur. Elle était seule. Le convoi était parti. Ils avaient pris tout le monde sauf elle. Et Helena roula sur le côté et vomit dans la terre. Sang et Bill et les restes du café du matin. Quand le spasme passa, elle resta là un moment, écoutant le crépitement lointain de coups de feu et le son plus proche de sa propre respiration, rapide, peu profonde, le genre de respiration qui signifiait que le choc arrivait. Et la mort n'était pas loin derrière. Ses plaques d'identité avaient glissé de son collier, pendu dans la poussière. Le métal capta la lumière du matin et là il y était estampillé dans l'acier. Le Trident des Navy Seals s'éclaircit la gorge, gagné par la semaine de l'enfer et sans évolution impossible. Gagné par des nuits où son corps suppliait d'abandonner et son esprit refusait. Gagné par le fait de s'être fait dire 1000 fois que les femmes n'avaient pas leur place, ne pouvaient pas se le gérer, feraient tuer quelqu'un. Et maintenant, il pendait là dans la terre, non vu par les hommes qui l'avaient laissé derrière parce qu'ils n'avaient pas pris la peine de regarder. La radio sur le corps du sergent mort crépita de statique. Elle ne pouvait pas l'atteindre. Pas encore. D'abord, elle devait faire face au fait qu'elle se vidait de son sang dans le désert syrien sans renfort, sans évacuation, et approximativement 10 minutes avant que la perte de sang ne prenne la décision pour elle. Helena Thornburg pressa ses deux mains sur son abdomen, s'éclaircit la gorge, et se poussa sur ses coudes, puis sur ses genoux. Puis, avec un son qui était moitié cri et moitié prière, sur ses pieds. Le monde bascula sur le côté. Elle se rattrapa contre le MRAP et se tint jusqu'à ce que l'horizon cesse de tourner. Quand elle put voir clairement de nouveau, elle se regarda. La blessure à son abdomen était mauvaise. Celle à sa cuisse était pire. Le saignement devait s'arrêter ou rien d'autre n'avait d'importance. À 15 mètres de distance, partiellement enterré sous les décombres d'une caisse de ravitaillement effondrée, se trouvait un sac médical. Quelqu'un l'avait laissé tomber pendant la mêlée. Elle pouvait voir la croix rouge sur la toile, fanée, mais distincte. Il aurait aussi bien pu être à 15 kilomètres. Elle fit un pas. Sa jambe fléchit, et elle fit un autre pas. Cette fois, il s'éclaircit la gorge teint. Le troisième pas fut plus facile.
Le quatrième faillit la tuer. Au moment où elle atteignait le sac, elle rampait, laissant une traînée de sang dans la poussière, comme un animal blessé se traînant vers l'eau. Elle attrapa le sac et le tira près, tripotant les sangles avec des doigts qui ne voulaient pas fonctionner correctement. À l'intérieur, des paquets de pansements hémostatiques, des garros, des poches de perfusion, des auto-injecteurs de morphine et un kit chirurgical de base qui avait l'air d'avoir été assemblé dans les années 1990. Il faudrait que ce soit suffisant. Elle déchira sa blouse d'uniforme avec des mains tremblantes. La blessure d'entrée était un trou déchiqueté juste sous ses côtes, de la taille d'une pièce de 25 cents. La blessure de sortie était quelque part derrière elle, et elle ne pouvait pas la voir, mais elle pouvait la sentir. Une palpitation chaude qui rayonnait le long de sa colonne vertébrale. L'éclat d'obus était passé à travers proprement, ce qui signifiait pas de fragments à retirer, mais cela signifiait aussi un de part en part qui saignait des deux côtés. Elena attrapa un paquet de pansements hémostatiques et le déchira avec ses dents. La poudre se répandit sur ses mains. Elle la pressa directement dans la plaie, la tassant aussi profondément qu'elle put avec des doigts qui avaient commencé à s'engourdir. La réaction chimique commença immédiatement, une sensation de brûlure qui était en quelque sorte pire que la blessure elle-même. Elle hurla dans sa manche, mordant le tissu jusqu'à ce que sa mâchoire soit douloureuse. La blessure à la cuisse était différente. Elle pouvait voir le fragment là, un morceau d'acier tordu de la taille de son pouce, incrusté dans la chair de son quadriceps externe. Il devait sortir. Pas de choix. Elle enleva sa ceinture et l'enroula autour de sa jambe juste au-dessus de la blessure, la serrant assez fort pour ralentir le saignement. Puis elle chercha quelque chose à utiliser comme pince. L'outil multifonction sur la ceinture du sergent Wade Garrett ferait l'affaire. Il avait 34 ans, était marié, 2 enfants, et maintenant il gisait face contre terre dans la terre, avec 3 balles dans le dos. Elle n'eut pas le temps de s'excuser. Elle prit l'outil multifonction, ouvrit les pinces et les tint au-dessus du petit feu brûlant toujours dans les restes d'un bidon d'essence. 10 secondes, 20. Quand elle les retira, le métal brillait faiblement dans la lumière du matin. Elena prit une respiration, la retint, puis elle s'enfonça dans sa propre jambe. La douleur était blanche et absolue. Elle effaça la pensée, effaça l'entraînement, effaça tout sauf le besoin animal de faire en sorte que ça s'arrête. Elle entendit quelqu'un hurler et réalisa au loin que c'était elle. L'éclat d'obus résista, accroché à quelque chose, peut-être un os, peut-être un tendon. Elle tira plus fort. Il se libéra d'un coup, et du sang suivit dans une ruée chaude qui imbiba son pantalon et la terre. Elle laissa tomber le fragment et attrapa un autre paquet de pansements hémostatiques, le déchirant et tassant la plaie avant qu'elle ne puisse s'évanouir. Le garrot vint ensuite. Elle le serra assez fort pour faire mal, puis encore plus fort, jusqu'à ce que le saignement ralentisse à un suintement. Sa jambe avait l'air anormal sous le garrot, pâle et marbré, mais il tiendrait pour l'instant. Il fallait que ça tienne. La perfusion était plus difficile. Ses veines avaient commencé à s'effondrer et ses mains tremblaient si fort qu'elle manqua la première piqûre et la seconde. La 3e fois, elle réussit, fixant la ligne en place avec des doigts tremblants. La poche de sérum pendait d'un morceau d'antenne cassé, goûtant lentement dans son bras. Ce ne serait pas assez pour remplacer ce qu'elle avait perdu, mais cela pourrait lui acheter une autre heure, peut-être 2. Ce n'est que lorsque la perfusion commença à goûter qu'elle s'accorda 30 secondes de repos, tête contre le métal chaud, respiration mesurée. La morphine l'appelait depuis le sac médical. Elle la laissa intacte. Elle aurait besoin de clarté pour ce qui allait suivre. La radio crépita de nouveau. Cette fois, elle pouvait l'atteindre. Le corps du sergent Garrett était toujours chaud quand elle le roula pour prendre le combiné de son gilet. Elle actionna le micro, écoutant le grésillement des canaux vides, passant en revue les fréquences jusqu'à ce qu'elle en trouve une avec du trafic. Des voix,
Pas de l'anglais. Autre chose, arabe peut-être. Elle était sur le point de passer à autre chose quand elle entendit quelque chose qui la fit figer. Harris 6, ici Harris 2. Zone cible sécurisée. Comptant 14 ennemis tués au combat. Pas de victimes amies. L'accent était américain. Caroline du Sud, peut-être Géorgie. Elle connaissait cet accent. Elle l'avait entendu auparavant à Fort Bragg dans les salles d'équipe dans les messes. C'était un contractant, un opérateur militaire privé, et il appelait la zone d'embuscade sécurisée. Compris Arias 2, répondit une autre voix américaine. Cible féminine non confirmée. Balayez le périmètre et vérifiez la mort. Phase 2 procède à 18 heures. Cible féminine. Il cherchait quelqu'un de spécifique. La chercheillite, Elena, parcourut d'autres fréquences. Trouva une autre conversation. Celle-ci plus cryptée, mais toujours audible. Convoi Bravo 2 est redirigé vers la route Scorpion. Procédez comme prévu. Route Scorpion, elle connaissait ce nom. C'était une route de ravitaillement alternative qui courait parallèle à l'autoroute 7, traversant les montagnes à l'est de la vallée. Elle avait été marquée sur les cartes de briefing comme non vérifiée, utilisée avec prudence parce que l'armée syrienne y avait opéré pendant la guerre civile et l'armée syrienne aimait leurs mines terrestres. Personne n'utilisait Scorpion, à moins qu'ils n'aient pas le choix. Elle attrapa la carte tactique de la poche cargo de Garrett et l'étala sur ses genoux. Route Scorpion était marquée au crayon rouge. Une ligne sinueuse qui traversait les hauteurs, marquée à côté en plus petite impression qui semblait avoir été ajoutée plus tard. Champ de mine densité inconnue. Dernier balayage 2015. C'était il y a 8 ans. Les mines ne vieillissaient pas. Elles s'étendaient juste. Le convoi était redirigé directement dans un champ de mine. Quelqu'un avait planifié ça. Quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un qui savait exactement où les frapper et comment faire en sorte que ça ait l'air de malchance. Elena sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Pas la peur, quelque chose de plus dur. Elle avait été laissée pour morte dans la terre pendant que son convoi roulait droit dans une zone de mort. Et quiconque était responsable pensait qu'elle serait trop morte pour y faire quoi que ce soit. Ils avaient tort. Elle régla la radio de Garrett sur la fréquence du convoi et essaya de transmettre. Statique. Elle essaya de nouveau. Rien. Il la brouillait, ce qui signifiait qu'ils savaient qu'elle était vivante et ils ne voulaient pas qu'elle parle à qui que ce soit. C'était bien. Elle ferait avec. Elena se remit debout de nouveau, utilisant le MRAP comme support. Ses jambes hurlèrent en protestation, mais ça tint. Elle regarda la carte de nouveau, calculant les distances en temps. Le convoi était probablement 40 minutes devant elle maintenant, se déplaçant à vitesse tactique standard à travers un terrain découvert. Route Scorpion était encore 3 heures au-delà de ça, ce qui signifiait qu'elle avait peut-être 5 heures avant qu'il n'atteigne le champ de mine. 5 heures pour couvrir 12 kilomètres de territoire hostile avec un trou dans son abdomen et une jambe qui était à peine fonctionnelle. 5 heures pour découvrir qui les avait vendus et comment les arrêter. 5 heures pour décider si les hommes qui l'avaient laissé mourir valaient la peine d'être sauvés. Elle saisit le fusil de Garrett et vérifia le chargeur. 4 cartouches restantes. Elle prit aussi son arme de poing et ses chargeurs de rechange et les 3 grenades accrochées à son gilet. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce qu'elle avait eu il y a 5 minutes. Elle fourra la carte tactique dans sa poche cargo avec les injecteurs de morphine qu'elle avait évités. Pour plus tard, quand la douleur deviendrait assez forte pour que mourir semble préférable à faire un autre pas, le dépôt de ravitaillement abandonné était visible sur la crête au-dessus d'elle. Un amas de bâtiments à moitié effondrés, qui avait probablement été un poste avancé de l'armée syrienne avant que la guerre civile ne transforme tout le pays en cimetière. Cela lui donnerait de l'élévation et une ligne de vue. Si elle pouvait y arriver, elle pourrait voir la route du convoi, peut-être même les dépasser. Elena commença à marcher. Chaque pas était une négociation avec son corps. Pied gauche en avant, pied droit en avant. Respirez. Ne pensez pas au sang. Ne pensez pas à la distance.
Pensez au visage des Braddock quand elle l'avait tiré du feu. Pensez à Vance essayant de la faire monter dans cet hélicoptère. Pensez aux hommes dans ce convoi. Bons hommes qui ne savaient pas qu'ils étaient menés à l'abattoir par quelqu'un en qui ils avaient confiance. Elle parcourut peut-être 200 mètres quand elle entendit les véhicules. Pas amicaux, trop rapides, trop agressifs, le son de moteurs poussés fort sur un terrain accidenté. Elle se laissa tomber à plat derrière un amas de rochers et regarda à travers une brèche 3 camions techniques passer en rugissant, se dirigeant vers le site de l'embuscade. Chaque camion transportait 4 hommes. Pas l'armée syrienne, pas l'ISIS. Ces hommes portaient un équipement tactique assorti, portaient des fusils assortis, se déplaçaient avec une sorte de précision qui ne venait que de l'entraînement et de l'argent. Elle aperçut un écusson sur le pare-choc du camion de tête, une épée rouge sur un bouclier noir. Ares Tactical Solutions, le même contractant qu'elle avait entendu à la radio. Il revenait pour finir le travail. Un des camions ralentit en passant sa position. Un homme se tenait dans la benne, balayant le terrain avec des jumelles. Elena retint sa respiration et se pressa à plat contre le rocher. Il la regardait droit, à travers elle, au-delà d'elle. Elle était couverte de terre et de sang, et contre le sol durci du désert. Elle était juste une autre ombre. Il dit quelque chose au conducteur et le camion accéléra de nouveau, suivant les autres vers la zone de mort. Quand ils furent partis, Elena continua son ascension. La crête était plus raide qu'elle n'avait semblé d'en bas. Des éboulis meubles qui cédaient sous ses bottes et la faisaient glisser en arrière à chaque 3e pas. Ses mains étaient à vif. Sa jambe était un cri constant. La poche de perfusion était vide et elle l'avait laissée derrière. Juste un autre morceau de détritus dans un désert plein de détritus. Au moment où elle atteignit le dépôt, le soleil était haut et impitoyable. Les bâtiments étaient exactement aussi mauvais qu'elle l'avait prévu. Murs avec des trous, toits effondrés vers l'intérieur, sol couvert de verres brisés et d'étuis de cartouches usagées. Mais il y avait de l'ombre et il y avait de l'eau, une vieille citerne dans le coin de ce qui avait été une salle d'approvisionnement, toujours à moitié pleine d'eau de pluie qui avait le goût de rouille et de poussière en survie. Elle but jusqu'à ce que son estomac se crampe, puis remplit les gourdes de Garrett et but de nouveau. Il y avait quelque chose d'autre dans les ruines. Une cache d'armes, pas militaire, trop propre, trop récent. Quelqu'un avait utilisé cet endroit. Elle trouva un lance-roquettes RPG avec 2 obus, une douzaine de chargeurs d'AK-47 encore scellés dans du plastique et une tablette tactique dans un étui étanche. La tablette était verrouillée, mais le verrou était de qualité civile. Elle l'avait craqué en moins d'1 minute. Ce qu'elle trouva à l'intérieur lui fit oublier la douleur dans son ventre et le feu dans sa jambe. Des fichiers, des douzaines d'œufs, routes de convoi, manifestes de personnel, virements bancaires, journaux de communication, tout était étiqueté avec une précision militaire triée par date et code d'opération. Le dossier le plus récent était marqué « Opération nettoyage actif H6 confirmé ». Elle l'ouvrit. Le premier fichier était une photographie. Le capitaine Marcus Hayward serrant la main d'un homme en civil. La veste de l'homme avait un écusson visible sur l'épaule. Épée rouge sur un bouclier noir. Ares Tactical Solutions. Derrière eux, une mallette était ouverte sur une table. Elena pouvait voir l'argent en liasses soigneusement liées qui totalisait plus que ce que Hayward gagnait en 5 ans. Le deuxième fichier était une carte routière, la route de leur convoi, avec 3 X rouges marqués le long du chemin. Le site d'embuscade était le premier X. Route Scorpion était le second. Le troisième était étiqueté simplement élimination. Le troisième fichier était un grand livre, virement bancaire 340 000 $, viré en 6 versements sur 3 mois. Le dernier virement était daté d'il y a 3 jours. La ligne mémo lisait « Compromission de route plus élimination ». Elena sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine. Pas de surprise,
Pas même de colère, juste une compréhension froide et claire que l'homme qui l'avait ordonné laisser derrière les avait tous vendus pour le prix d'une maison décente en banlieue. Le quatrième fichier était celui qui changea tout. C'était une liste de cibles. 7 noms surlignés en rouge, 6 qu'elle ne reconnaissait pas, sergents d'approvisionnement, officiers de logistique, gens qui ne manqueraient pas tout de suite. Le 7e nom, elle le connaissait par cœur, maître principal Garrett Vance. Il n'était pas un dommage collatéral. Il était la cible principale. Tout le reste, l'embuscade, le convoi, le champ de mine, tout cela était construit autour de tuer un homme. Un homme qui était à 3 semaines de la retraite et ne voulait probablement rien de plus que voir ses petits-enfants grandir. Elle ouvrit le fichier joint. C'était un rapport écrit dans la prose militaire plate qui transformait les vies en points. Vance avait découvert des disparités dans les manifestes de ravitaillement. De petites choses au début, fournitures médicales qui avaient disparu, munitions qui n'étaient jamais arrivées. Il avait commencé à poser des questions, avait commencé à tenir des registres, et il y a 3 jours, il avait envoyé un message au bureau de l'inspecteur général demandant une enquête formelle sur les opérations logistiques du capitaine Marcus Hayward. Il y a 3 jours, le même jour Hayward avait reçu son paiement final, Elena s'assit là dans les ruines avec une tablette sur ses genoux et le soleil tapant à travers le toit cassé. Le convoi avait peut-être 4 heures avant qu'il n'atteigne le champ de Mihon. Elle avait peut-être 3 heures avant que la perte de sang ne la rende trop faible pour bouger. Et quelque part là-bas, Arise Tactical Solutions la chassait avec des ordres de confirmer la mort. Elle pouvait activer sa balise d'urgence. Elle était dans son gilet, intacte, toujours fonctionnelle. Elle pouvait appeler à l'aide et être dans un hélicoptère dans l'heure. Laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Laisser les autorités compétentes enquêter. Laisser le système fonctionner. Mais le système était ce qui l'avait laissé ici. Le système était ce qui avait mis un prix sur la tête de Vance. Et le système y était ce qui avait permis à des hommes comme Hayward de transformer le service en profit et la loyauté en marchandise. Hélène a sorti l'injecteur de morphine et le fixa un long moment. Puis elle le remit. Pas encore. Elle n'avait pas fini. Pas s'éclaircit la gorge même de près. Elle s'attacha le RPG sur le dos et remplit ses poches de chargeur. La tablette alla dans sa poche cargo, enveloppée dans du plastique de la cache d'armes. Elle vérifia le fusil de Garrett une fois de plus, chambra une cartouche, et commença à se déplacer vers l'est vers les hauteurs, surplombant la route Scorpion. Le convoi atteindrait le champ de mine en 4 heures. Elle atteindrait la position d'observation en 3, et quand elle y arriverait, elle aurait un choix à faire. Le genre de choix qui ne venait pas avec de bonnes réponses, seulement des conséquences. Derrière elle, les camions Henry balayaient le site de l'embuscade, cherchant son corps. Devant elle, 24 hommes roulaient vers la mort sans le savoir. Et quelque part entre les deux, elle devait découvrir comment sauver les gens qui avaient décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée. Helena Thornburg s'était fait dire toute sa carrière que les femmes n'avaient pas leur place au combat, qu'elles ne pouvaient pas le gérer, qu'elle ferait à tuer quelqu'un. Elle leur avait prouvé qu'ils avaient tort à chaque fois. Mais maintenant, saignant et seule dans le désert syrien, avec des ennemis de tous côtés dans un convoi d'hommes qui l'avaient laissé mourir, elle devait prouver autre chose. Elle devait prouver qu'être un SEAL signifiait quelque chose de plus que juste survivre. Cela signifiait finir la mission, même quand la mission était de sauver les gens qui vous avaient abandonné. Même quand chaque partie logique de votre cerveau hurlait qu'il méritait ce qui arrivait. Même quand la douleur était si forte que mourir semblait plus facile que de faire un autre pas. Le maître principal Vance lui avait enseigné ça. Il avait été le seul instructeur à Buds qui n'avait jamais remis en question si elle avait sa place. Il la fit juste le prouver encore et encore, jusqu'à ce que le prouver devienne automatique, jusqu'à ce que l'idée d'abandonner soit plus douloureuse que la douleur réelle. Elle se rappela sa voix pendant la semaine de l'enfer quand elle avait été dans la zone de surf pendant la 4e heure et que l'hypothermie transformait ses pensées en brouillard.
La douleur est juste de l'information, Thornburg. Votre corps vous disant où sont les limites. La question n'est pas si ça fait mal. La question est ce que vous faites avec cette information. Elle était restée dans le surf. Elle avait fini l'évolution. Elle avait gagné le trident. Maintenant, elle allait le gagner de nouveau. Les hauteurs se dressaient devant elle, déchiquetées et impitoyables sous le soleil de l'après-midi. Helena ajusta la sangle du fusil sur son épaule et commença à grimper. Chaque pas était de l'information. Son corps lui disait d'arrêter, de se reposer, de céder. Elle traita cette information et continua d'avancer parce que quelque part devant, le maître principal Garrett Vance roulait dans un convoi vers un champ de mines. Et il ne savait pas que l'homme donnant les ordres avait déjà décidé qu'il était mort. Et quelque part derrière elle, les hommes qui l'avaient laissé saigner dans la terre pensaient qu'elle était trop faible pour compter. Ils étaient sur le point d'apprendre différemment. La ligne de crête traversait l'horizon comme une lame dentelée. Tous les bords tranchants et les éboulis immeubles qui cédaient sous les bottes d'Helena à chaque troisième pas. Le soleil avait dépassé son zénith et commençait sa lente descente vers les montagnes de l'ouest, transformant le ciel en cuivre martelé. Elle grimpait depuis 90 minutes et son corps commençait à envoyer des signaux qui ne pouvaient plus être ignorés longtemps. Le garrot sur sa cuisse était passé de douloureux à engourdi, ce qui signifiait que les dommages tissulaires s'accumulaient. Le pansement hémostatique dans son abdomen avait arrêté le saignement externe, mais elle pouvait sentir quelque chose bouger à l'intérieur, quelque chose de chaud et d'anormal qui suggérait un saignement interne que le pansement de campagne ne pouvait atteindre. Elle s'arrêta à un affleurement plat et s'accorda 60 secondes non pas pour se reposer, mais pour évaluer. La tablette tactique montrait la progression du convoi comme un point bleu se déplaçant régulièrement vers l'est le long de l'autoroute 7. Il faisait bon temps, ce qui était le problème. Encore 2 heures et ils atteindraient la jonction où Hayward les redirigerait sur la route Scorpion. Encore 1 heure après cela et ils seraient dans le champ de mine. Elle était toujours à 4 km de la position d'observation qu'elle avait identifiée sur la carte. Une crête qui lui donnerait une ligne de vue directe à la fois sur la route du convoi et les approches du champ de mine, 4 km. Dans son état actuel, c'était 4000 minutes de mouvement brutal. Peut-être 2 heures si le terrain empirait, ce qui signifiait qu'elle arriverait avec peut-être 30 minutes de reste. 30 minutes pour découvrir comment empêcher un convoi d'entrer dans un champ de mine quand sa radio était brouillée et qu'elle n'avait aucun moyen de prendre contact. 30 minutes pour décider si elle allait prendre le tir qui résoudrait tout et damnerait son âme dans le processus, car il y avait toujours le tir. Le véhicule de Hayward serait à portée. Une cartouche, centre de masse et la conspiration mourraient avec lui. Le convoi s'arrêterait. Quelqu'un d'autre prendrait le commandement. Il ferait probablement demi-tour, appellerait pour des ordres, éviterait le champ de mine entièrement par pure prudence bureaucratique. Problème résolu. Mission accomplie. Tout ce que ça coûterait était la ligne qu'elle avait juré de ne jamais traverser. Helena se redressa et continua de grimper. Le tir était la réponse facile. Elle en trouverait une plus difficile. Le terrain changea à mesure qu'elle gagnait de l'élévation. Les éboulis meubles cédèrent à une pierre plus dure, ce qui était plus facile pour son appui, mais l'exposait à quiconque regardait d'en bas. Elle se déplaça par courtes rafales, utilisant tout couvert qu'elle pouvait trouver, toujours consciente des lignes de mire et des angles. C'était le pays indien maintenant. Ares Tactical savait qu'elle était vivante, savait qu'elle était mobile et elle chasserait. 3 véhicules, 12 hommes, tous des professionnels qui avaient fait ce travail pour de l'argent assez longtemps pour y être très bons. Elle repéra le premier camion 20 minutes plus tard. Il se déplaçait lentement le long de la base de la crête, suivant sa direction générale, mais pas son chemin spécifique. Il jetait un large filet, cherchant des signes, traînées de sang, terre perturbée, les genres d'erreurs que les gens blessés, désespérés, faisaient quand ils pensaient être seuls. Helena s'était fait un point de ne pas laisser ces signes.
Chaque fois qu'elle s'était arrêtée pour se reposer, elle avait pris 30 secondes pour obscurcir ses traces. Chaque fois qu'elle avait saigné à travers son pansement, elle avait enterré les bandages souillés sous des rochers. Vieilles habitudes de l'école serre. Survivre, échapper, résister, s'évader dans cet ordre. Le camion s'arrêta directement en dessous de sa position. Un homme sortit du côté passager et se tint là balayant la crête avec des jumelles. Il était grand, mince, se déplaçant avec la grâce économique de quelqu'un qui avait passé une carrière dans des endroits difficiles. Elena devint absolument immobile. Elle était à 60 mètres au-dessus de lui, couchée à plat contre une pierre qui était presque la même couleur que son uniforme taché de sang. À cette distance, le mouvement était l'ennemi. Même la respiration pourrait la trahir s'il était assez bon. Il était assez bon. La jumelle balaya sa position, revint, tint. Elle pouvait sentir son attention comme un poids physique. Sa main se déplaça lentement, par paliers, vers le pistolet à sa hanche. S'il la repérait, elle aurait peut-être 2 secondes avant qu'il ne le signale. 2 secondes pour la battre et courir avant que les 11 autres ne convergent sur sa position. Le calcul n'était pas bon, mais le calcul avait cessé d'avoir de l'importance quelque part au moment où elle avait retiré des éclats d'obus de sa propre jambe. L'homme abaissa ses jumelles et dit quelque chose au conducteur. Le camion recommença à bouger, continuant vers l'est. Il ne l'avait pas vu ou il l'avait vu et avait décidé qu'une ombre sur un rocher ne valait pas la peine d'être investiguée. Quoi qu'il en soit, elle s'était achetée 30 minutes de plus. Elena attendit que le camion disparaisse derrière un virage avant de bouger de nouveau. Ses mains tremblaient, pas de peur, de perte de sang et de déshydratation, et du simple fait que le corps humain n'était pas conçu pour fonctionner avec autant de dégâts. Elle but de la gourde de Garrett, forçant l'eau que son estomac ne voulait pas. Puis elle sortit la tablette et vérifia la position du convoi de nouveau. Il s'était arrêté. Les 8 véhicules immobiles à une position qui correspondait à la jonction de l'autoroute 7. C'était ça. C'est là que Hayward ferait son discours. Quelques excuses concernant les conditions routières ou les rapports de renseignement ou la nécessité tactique. Quelques raisons pour lesquelles ils avaient besoin de dévier de la route prévue et prendre Scorpion à la place. Et le convoi suivrait parce que c'est ce que les convois faisaient. Ils suivaient les ordres. Elena zooma sur la superposition satellite. Le champ de mine commençait approximativement 3 kilomètres après la jonction dans une vallée étroite où la route serpentait entre 2 lignes de crête. Terrain parfait pour une embuscade, ce qui était pourquoi l'armée syrienne l'avait miné en premier lieu. Les mines étaient marquées sur de vieilles cartes comme des PMN-2 de l'ère soviétique, dispositifs antipersonnels conçus pour mutiler plutôt que tuer. Marchez sur l'une et elle vous arracherait le pied à la cheville. Roulez sur l'une et elle déchiquetterait vos pneus et immobiliserait votre véhicule. Quoi qu'il en soit, vous seriez coincé dans la zone de mort pendant que l'ennemi avait tout le temps du monde pour vous achever. Sauf qu'il n'y avait plus d'ennemis. L'armée syrienne était partie depuis longtemps de ce secteur. L'ISIS avait été repoussé il y a 6 mois. La seule menace dans cette vallée était les mines elles-mêmes et l'homme qui conduisait délibérément un convoi dedans. S'éclaircit la gorge. Elle se redressa et continua de grimper. La douleur avait transcendé la description. Maintenant, c'était juste une présence constante, comme des acouphènes, ou le sifflement dans ses oreilles dû aux explosions. Bruit de fond non pertinent. Ce qui importait était la ligne de crête devant et le temps qui s'écoulait et le fait que 24 hommes étaient sur le point de mourir parce que quelqu'un avait décidé que Garrett Vance en savait trop. La position d'observation était tout ce qu'elle avait espéré et rien de ce qu'elle avait voulu. Une formation rocheuse naturelle qui lui donnait des lignes de vue claires dans la vallée où la route Scorpion courait. Elle pouvait voir la route vide et en attente. Elle pouvait voir le champ de mine, invisible à quiconque ne savait pas où regarder, mais évident pour elle maintenant qu'elle savait ce qu'elle voyait. L'espacement était trop régulier. Les motifs de végétation étaient faux. Il y avait des lacunes dans la distribution des roches qui suggéraient un placement humain plutôt qu'une dispersion naturelle,
et elle pouvait voir le convoi toujours arrêté à la jonction à 2 km de distance, Elena s'installa en position couchée derrière les rochers et sortit le fusil de Garrett. L'optique était un ACG de base, grossissement 4 fois, assez bon pour les portées avec lesquelles elle travaillerait. Elle calcula la portée de la jonction 1-800 m. Portée extrême pour ce système d'armes, mais faisable dans ces conditions. Air clair, pas de vent, position stable, elle pouvait faire le tir. La question était si elle devait. À travers la lunette, elle pouvait voir des silhouettes se déplaçant entre les véhicules. Argument, discussion, quelqu'un probablement Vance, remettait en question le changement de route. Elle le lisait dans le langage corporel, les gestes, la façon dont les autres hommes se rassemblaient. Hayward serait au centre de cela, vendant son mensonge avec la confiance d'un homme qui avait déjà été payé. Le doigt d'Elena trouva la gâchette. 2 livres de pression et les problèmes de Hayward seraient terminés. Les siens aussi. Tir propre. Mise à mort juste. Problème résolu. Justice servie avec un messager de 56 minutes, voyageant à 3000 pieds par seconde. Elle expira lentement et retira son doigt de la gâchette. Pas encore. Il devait y avoir un autre chemin, devait être. Parce qu'au moment où elle prenait ce tir, elle devenait ce que Hayward était. Quelqu'un qui tuait des camarades de service pour résoudre un problème. La justification pourrait être meilleure, mais l'acte était le même. Et elle n'avait pas passé 8 ans à gagner le trident juste pour le jeter sur une vengeance. Peu importe à quel point cette vengeance était méritée. La tablette avait une fonction de communication, messagerie cryptée, liaison montante satellite, le genre de technologie que les contractants utilisaient quand ils avaient besoin de coordonner à travers les distances sans dépendre de l'infrastructure militaire. Elle l'ouvrit et commença à faire défiler la liste de contacts. Des douzaines de noms, aucun d'eux familier. Indicatifs d'appel et numéros dans des désignations opérationnelles qui ne signifiaient rien pour elle. Puis elle en trouva un qui le fit. Vance, cible principale. Vérifié avant élimination. Ils l'avaient mis dans leur système, l'avaient enregistré comme un inventaire. C'est à quel point c'était professionnel. C'est à quel point la corruption s'était étendue. Ce n'étaient pas des opérateurs voyous agissant par impulsion. C'était une opération organisée avec planification et supervision et contrôle qualité. Ils avaient même une liste de contrôle. Elena ouvrit l'interface de messages et écrivit « Cible Vance compromise. Témoin féminin éliminé. Procédant phase 2. Confirmé. » Elle appuya sur « Envoyer » et attendit. La réponse revint en 40 secondes. Confirmé. Exécuté phase 2 à 18 heures. 0 survivant. 0 survivant. Il ne tuait pas seulement Vance. Il tuait tout le monde. Tout le convoi, 24 hommes transformés en victimes, blâmés sur un champ de mine que tout le monde supposerait n'être que de la malchance. Et quelque part, quelqu'un classerait les documents et clôturerait l'enquête et la vie continuerait. S'éclaircit la gorge. Elena vérifia sa montre. 17h20, 40 minutes avant l'exécution. Le convoi commençait à bouger de nouveau, tournant sur la route Scorpion, suivant Hayward vers la vallée. Elle pouvait les voir à travers la lunette maintenant. 8 véhicules en colonne échelonnée, maintenant les intervalles appropriés, faisant tout bien sauf faire confiance aux mauvais hommes. S'éclaircit la gorge. Le camion Ariès apparut sur la crête nord, puis un autre sur la crête sud. Il mettait en place des positions d'observation. Quand le convoi atteindrait le champ de mine, Ariès serait en position d'engager tout survivant. Un feu croisé qui ne laisserait rien de vivant. Minutieuse, professionnelle, exactement le genre d'opération qui exigeait planification et coordination, et le genre d'argent qui ne se déplaçait qu'en tranches à 6 chiffres. Elena sortit le RPG et vérifia les obus. 2 tirs ogives à charge creuse en tandem conçus pour percer le blindage. Dévastateur tir contre les véhicules, moins utile contre l'infanterie, mais elle ne prévoyait pas de combattre l'infanterie. Elle prévoyait d'arrêter les camions.
Les véhicules Ariès étaient des techniques à peau fine, camions civils modifiés avec des armes lourdes montées dans la benne. Un bon coup et il serait fini. Elle calcula la portée du camion nord. 200 mètres, tir lointain pour un RPG, mais le terrain lui donnait l'angle dont elle avait besoin. Position haute, cible en dessous, assistance gravitationnelle sur la trajectoire. Elle pouvait le faire fonctionner, devait le faire fonctionner. Parce qu'une fois que le convoi entrerait dans le champ de mine, ces camions ouvriraient le feu et aucun de ces hommes ne survivrait au feu croisé. Ces gens, quand avaient-elles recommencé à penser à eux de cette façon? Ils l'avaient laissé, l'avaient abandonné, avaient décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée. Mais ils étaient toujours les siens, toujours sa responsabilité. Parce qu'être un SEAL n'était pas de qui vous a sauvé. C'était de qui vous avez sauvé quand personne ne regardait. Le convoi était à 500 mètres de l'entrée du champ de mine. Elena pouvait le voir clairement maintenant à travers la lunette. La première plaque de pression serait juste là où la route tournait à gauche autour de l'amas de rochers, assez grande pour cacher la mine, assez solide pour canaliser les véhicules directement dessus. Hayward saurait exactement où elle était, accélérerait probablement légèrement à leur approche, s'assurant que le véhicule de tête avait assez d'élan pour déclencher la détonation. 400 mètres. Le véhicule de tête se déplaçait à vitesse constante, maintenant l'intervalle. Elle pouvait voir le conducteur clairement maintenant. Jeune gamin, peut-être 22 ans, concentré sur la route devant, faisant son travail, suivant les ordres, sur le point de mourir parce que l'homme dans le véhicule derrière lui avait vendu sa vie pour de l'argent. 300 mètres. Elena déplaça sa visée vers le véhicule de Hayward, deuxième en ligne, juste là où un commandant de convoi devrait être, assez près pour contrôler la formation, assez loin derrière pour survivre à l'explosion initiale. À travers la lunette, elle pouvait le voir sur le siège passager, détendu, confiant, vérifiant sa montre, probablement comptant les secondes jusqu'à ce que son problème se résolve et que son fonds de retraite soit sécurisé. 200 mètres, son doigt toucha la gâchette de nouveau. C'était ça, dernière chance. Prendre le tir ou s'engager sur le chemin plus difficile. Tuer le traître ou sauver les victimes. Justice ou miséricorde. Le choix qui définissait si elle était toujours la personne qui avait gagné le trident ou quelqu'un d'autre entièrement. La radio crépita. Pas sa radio, celle qu'elle avait prise du corps de Garrett. Quelqu'un transmettait sur la fréquence du convoi, assez près pour que le signal perce le brouillage. Toutes unités, ici Vance. Quelque chose ne va pas. J'ai besoin que tout le monde s'arrête. Arrêtez maintenant. Le convoi ne s'arrêta pas. La voix de Hayward coupa immédiatement, calme et autoritaire. Négatif, sergent. Nous sommes en retard. Continuez d'avancer. Capitaine, je vois des irrégularités dans le terrain. Cette zone n'est pas dégagée. C'est dégagé, Vance. L'intel l'a confirmé il y a 3 jours. Alors l'intel est faux. Je vois des schémas de signature qui correspondent. Maître principal, vous êtes à la retraite dans 6 heures. Laissez-moi faire mon travail, sans mêle. Le véhicule de tête était presque au virage, presque à la mine. Elena pouvait voir Vance dans l'un des véhicules arrière, debout à travers la trappe de toit, jumelle à son visage, balayant le terrain avec le genre d'intensité qui venait de 3 décennies à rester en vie dans des endroits qui vous voulaient de mort. Il savait d'une manière ou d'une autre, il savait. Peut-être que c'était le terrain. Peut-être que c'était la façon dont Hayward agissait. Peut-être que c'était juste l'instinct qui maintenait les bons soldats en vie et faisait tuer les mauvais. Mais il savait que quelque chose n'allait pas et personne n'écoutait. 50 posthume, Elena fit son choix. Elle balança le RPG sur son épaule, visa le camion aérien nord et tira. Le souffle arrière souleva une tempête de poussière derrière sa position. L'obus fila vers la cible, une traînée de fumée qui traça une ligne parfaite de sa position à la cible. L'impact vint 2 secondes plus tard. Le camion explosa en une boule de feu qui envoya des débris tourner dans l'air
et des corps dégringolés sur les rochers. Elle n'attendit pas pour admirer le tir. Elle chargeait déjà le deuxième obus, se balançant déjà vers le camion sud. L'élément de surprise était parti. Il savait où elle était maintenant, mais il ne savait pas ce qu'elle allait faire ensuite. Et dans cette incertitude était son avantage. Le deuxième camion bougeait, essayant de se repositionner, essayant de sortir de sa ligne de tir. Elle mena la cible, calcula l'interception et tira. Ce tir était plus dur. Cible en mouvement, portée plus longue. Sa position compromise. L'obus à la large de 3 mètres détonna contre les rochers derrière le camion. Assez près pour attirer leur attention. Pas assez près pour les arrêter. Le convoi s'était arrêté. Les 8 véhicules arrêtent d'urgence exactement à 5 km de l'entrée du champ de mine. Vance avait utilisé les explosions comme justification pour outrepasser les ordres de Hayward. Intelligent, mais ça ne tiendrait pas. Dans environ 30 secondes, Hayward reprendrait le contrôle, exigerait qu'il continue et Vance n'aurait pas une raison assez bonne pour refuser. Elena saisit la radio et actionna le micro. Le brouillage était toujours actif, mais elle était assez proche maintenant pour que la force brute puisse percer. Convoi Bravo 2, ici Thornburg. Urgent, statique. Puis une voix jeune et choquée. Thornburg. Oh mon Dieu, vous êtes vivante. C'était Kessler, la jeune médecin, celle qui avait hésité. Elena n'eut pas le temps pour l'émotion. Road Scorpion était miné. Répétez, vous êtes à 50 mètres d'un champ de mines actif. Arrêtez tout mouvement vers l'avant. La voix de Hayward coupa brusquement avec autorité. Transmission non vérifiée. Ignorez toute unité. Continuez le mouvement. Elena zooma sa lunette sur le virage de la route. Elle pouvait voir la plaque de pression maintenant. Savait où elle était. Savait ce qui arriverait si ce véhicule de tête roulait dessus. Vance, vérifiez votre carte. Coordonnées de Grill Tango Foxtrot 7-9. Champ de PMN2 soviétique en place 2015 jamais dégagé. Silence. Puis la voix de Vance mesurée dans le calme. Thornburg, nous pensions que vous étiez tué au combat. Comment avez-vous obtenu ces coordonnées? De la tablette du contractant Harris qui fut envoyé pour confirmer ma mort. Les mêmes contractants qui sont payés pour s'assurer qu'aucun de vous ne quitte cette vallée vivant. Plus de silence. Elle pouvait imaginer la scène à l'intérieur de ces véhicules. Confusion, incrédulité, la dissonance cognitive d'entendre une femme morte à la radio, leur disant que leur officier commandant essayait de les tuer. Hayward essaya de reprendre le contrôle. Elle est délirante, hallucine de la perte de sang. Ignorez-la et continuez le mouvement. Capitaine, dit Vance lentement, je suis en train de sortir la carte de route maintenant. Thornburg, où avez-vous dit que ses coordonnées étaient? Elena les donna de nouveau, attendit, compta les secondes. Capitaine Hayward, la voix de Vance avait changé, devenue plate. Le ton d'un homme qui venait de voir ses pires suspicions confirmées. Pourquoi ce champ de mine n'est-il pas marqué sur notre carte actuelle? Parce qu'il a été dégagé. Je vous l'ai dit. Intel vérifié. Intel n'a rien vérifié. Renifle. Je regarde une carte tactique de l'armée syrienne de 2015. Ses coordonnées sont marquées comme mines actives, N2S, juste comme Thornburg a dit. Maintenant, pourquoi diable sommes-nous à 50 mètres d'un champ de mine qui n'est pas sur nos cartes opérationnelles? La radio se tut. Elena pouvait presque entendre l'esprit de Hayward travailler, essayant de trouver une explication qui ne se terminait pas avec lui menotté. Quand il parla de nouveau, sa voix était différente, plus dure. La voix d'un homme qui avait manqué d'options et décidé de tout miser. Maître principal Vance, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Raison médicale. Toute unité, continuez le mouvement sur mon ordre. Comme l'enfer, je suis relevé. Tout le monde, restez où vous êtes, jusqu'à ce que nous. Le son d'un coup de feu coupa la radio. Puis un autre, puis des cris, puis le silence. Le sang d'Elena se glaça. À travers la lunette, elle pouvait voir le chaos dans le convoi.
Soldats sautant des véhicules, armes levées, se mettant à couvert, mais pas de menace externe, l'un de l'autre. Hayward avait montré son jeu, avait sorti son arme, avait probablement tiré sur Vance et utilisait maintenant les contractants intégrés dans le convoi pour maintenir le contrôle par la force. La voix de Kessler revint à la radio, tremblant de peur. Thornburg. Hayward vient de tirer sur le maître principal Vance. Il a 3 contractants avec lui. Ils tiennent les chauffeurs sous la menace d'une arme. Ils nous forcent à avancer dans le champ de mine. Helena regarda à travers la lunette le véhicule de Hayward avancer, poussant le Humvee de tête par derrière. Les soldats avaient des armes, mais ne pouvaient pas les utiliser. Pas dans cette formation. Pas avec des amicaux dans la ligne de tir. Hayward le savait, comptait dessus. Il était passé d'opération secrète à situation d'otage ouverte en l'espace de 30 secondes. Et maintenant, il pariait que personne ne tirerait à travers ses propres gens pour l'arrêter. Il avait probablement raison, ce qui signifiait qu'Helena avait environ 2 minutes avant que le véhicule de tête ne franchisse le champ de mine, ne déclenche la première mine et ne crée assez de chaos pour que les contractants aériens restants finissent le travail. Elle saisit la radio. Kessler, à quel point Vance est-il touché? Blessure à l'épaule. Il est vivant mais saigne. Thornburg, que faisons-nous? Dites-moi exactement où est Hayward. Deuxième véhicule, siège passager. Il a son arme de poing sur le conducteur. 2 contractants sur la banquette arrière. Le 3e contractant est dans le véhicule de tête, forçant ce conducteur à avancer. Helena calcula la portée du 2e véhicule, 1400 milles. Hayward serait du côté droit, le conducteur à gauche, 2 contractants à l'arrière. Un tir à travers la fenêtre passager passerait à travers Hayward et potentiellement dans l'un des contractants. 2 problèmes résolus avec une seule balle. Meurtre propre, efficace. Elle déplaça son doigt sur la gâchette, le tint là. C'était différent du tir qu'elle avait refusé de prendre plus tôt. C'était une menace active, une force hostile. Hayward avait franchi la ligne d'officier corrompu à combattant actif au moment où il avait appuyé sur la gâchette sur Vance. C'était une mise à mort juste, légalement défendable, moralement justifiable. Tout ce dont elle avait besoin pour prendre le tir sans se perdre dans le processus, sauf une chose. Braddock, le soldat qu'elle avait tiré du feu. Le gamin de 19 ans qui avait survécu à l'embuscade parce qu'elle l'avait porté sur 40 mètres à travers l'enfer. Il était dans ce convoi, probablement dans un des véhicules près de l'avant. Quand les tirs commenceraient, quand les contractants ouvriraient le feu, quand le chaos atteindrait son paroxysme, ce gamin serait pris dans le feu croisé. Elle retira son doigt de la gâchette de nouveau, parce que sauver Vance en faisant tuer Braddock n'était pas un salut. C'était juste échanger une mort contre une autre, et elle en avait fini avec ce calcul. Kessler, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement. Pouvez-vous voir le champ de mine de votre position? Non, juste la route devant. Mais moi, je peux. Je suis sur la crête avec une ligne de vue directe. Je peux vous guider à travers. À travers, Thornburg, vous voulez que nous conduisions dans un champ de mine? Je veux que vous surviviez les 5 prochaines minutes. La seule façon pour que ça arrive est si vous faites exactement ce que je vous dis exactement quand je vous le dis. Pouvez-vous faire ça? Une pause. Alors vous me demandez de vous faire confiance. Je vous demande de faire confiance que je n'ai pas rampé à travers 8 clics de désert avec un trou dans mon ventre juste pour vous laisser mourir dans un champ de mine. Une autre pause, plus longue cette fois. Helena pouvait entendre des voix en arrière-plan. Arguments. Quelqu'un disant que c'était fou. Quelqu'un d'autre disant qu'ils n'avaient pas le choix. Puis Kessler revint, sa voix plus ferme qu'avant. D'accord, nous écoutons. De quoi avez-vous besoin? Première chose, dites-moi qui conduit le véhicule de tête. Soldat de première classe Danny Morrison, 20 ans de l'Ohio. Est-ce qu'il écoute? Il écoute maintenant. Morrison, ici, chef Thornburg. Avez-vous déjà été à travers une voie de brèche avant? La voix du gamin tremblait.
Non, chef, c'est bon. Vous êtes sur le point d'apprendre. Je vais vous guider à travers ce que là, étape par étape. J'ai besoin que vous fassiez confiance à mes instructions et que vous les suiviez exactement. Pas d'hésitation, pas de seconde hypothèse. Pouvez-vous faire ça? Le contractant a un pistolet sur ma tête. Je sais. Et dans environ 30 secondes, cela n'aura plus d'importance parce que soit vous suivez mes instructions et nous survivons tous, soit vous ne le faites pas et nous mourrons tous. Ce sont les deux seules options. Alors, je vais vous demander encore. Pouvez-vous faire ça? Une longue pause. Alors, oui, chef, je peux faire ça. Bien, maintenant, voici ce qui va arriver. À mon signal, vous allez freiner fort. Arrêt d'urgence. Le contractant va aller en avant dans le tableau de bord. C'est là que vous prenez son arme et le sécurisez. Copie. Copie. Elena déplaça sa lunette vers la route devant, trouva la plaque de pression, calculez la distance. Morrison, vous avez 15 mètres avant la première mine. À mon signal, 3, 2, 1, marque. À travers la lunette, elle vit les feux de freinage du Humvee de tête s'illuminer. Le véhicule s'arrêta brusquement. Le contractant sur le siège passager percuta le tableau de bord exactement comme elle l'avait prédit. Morrison bougea vite, attrapant l'arme, entrant dans une lutte. Le véhicule tingua avec le combat à l'intérieur. La voix de Hayward à la radio hurlait. « Continuez de bouger. Tous les véhicules avancent. » Elena l'ignora. Statue Morrison. Je l'ai eu. Arme sécurisée. Remarquable. Maintenant, écoutez attentivement. Je vais vous guider autour de la première mine. Quand je dis « aller », vous allez tourner brusquement à droite de 32. Maintenez cet angle pendant exactement 2 mètres, puis redressez. Prêt? Prêt. Allez. Le Humvee bougea à droite, lent, contrôlé, exactement comme elle l'avait instruit. Il manqua la plaque de pression d'environ 18 pouces, assez près pour qu'Elena puisse voir la mine à travers sa lunette, partiellement enfouie, attendant un poids qui ne vint jamais. Redressez. Bien. Maintenant, arrêtez. Vous êtes dégagé de la première. Derrière le véhicule de tête, le chaos éclatait. Hayward hurlait des ordres que personne ne suivait. Les contractants dans son véhicule avaient leurs armes levées, essayant de maintenir le contrôle. Mais les autres soldats commençaient à réaliser ce qui se passait, commençaient à comprendre que leur officier commandant essayait de les tuer. Le calcul se déplaçait. Kessler revint à l'antenne. Thornburg, nous avons 4 soldats dans les véhicules arrière. Ils sont prêts à bouger à votre signal. Négatif. Tout le monde reste dans ses véhicules. Si nous commençons une fusillade maintenant, la moitié du convoi roule dans des mines en essayant de se mettre à couvert. Nous allons sortir de cela littéralement un véhicule à la fois. Kessler, qui conduit votre véhicule? Moi, s'éclaircit la gorge. Pouvez-vous voir les fourreaux de freinage de Morrison? Oui. Restez exactement 5 mètres derrière lui. Correspond à ses mouvements exactement. Quand il va à droite, vous allez à droite. Quand il s'arrête, vous vous arrêtez. Comprenez? Compris! Elena commença à parler à Morrison à l'avant encore. Mètre par mètre, mine par mine. Le champ était dense ici. Plaques de pression tous les 10 à 15 mètres. Motif décalé conçu pour attraper les véhicules essayant de zigzaguer. Elle pouvait les voir tous depuis sa position élevée, pouvait tracer un chemin qui se faufilait entre eux comme une aiguille à travers le tissu. Mais c'était un travail lent, un travail douloureux. Chaque instruction devait être précise. Chaque mouvement devait être parfait. Une erreur et Morrison serait le premier nom sur une liste de victimes qui ne s'arrêterait pas avant d'atteindre 24. Ils avaient fait peut-être 50 mètres dans le champ quand le camion Arias sur la crête sud ouvrit le feu. Mitrailleuse lourde, probablement une Browning M2, envoyant des cartouches de calibre 50 hurlant dans la vallée. Les cartouches frappèrent tout autour du convoi, soulevant des geysers de terre et de roches. L'une traversa le capot du 4e véhicule. Une autre brisa un pare-brise. Les soldats se précipitaient à couvert, mais il n'y avait pas de couvert.
Juste la route et les mines et la certitude absolue que s'éloigner de la route signifiait de la mort. Elena balança son fusil vers la position Arias et tira 3 coups rapides. Tir de suppression. Elle n'essayait pas de frapper quoi que ce soit à cette portée. Juste les faire garder la tête baissée, les faire réfléchir à 2 fois avant de s'exposer. Acheter à Morrison 30 secondes de plus pour atteindre le prochain point de passage. Morrison, ne t'arrête pas. Continue de bouger. Dur à gauche, 20 de guerre, 3 mains. Le gamin le fit, main stable malgré le tir de mitrailleuse, malgré le chaos, malgré chaque instinct, lui criant d'appuyer à fond et d'essayer de distancer les balles. Il fit confiance à ses instructions et bougea exactement comme elle le lui dit. Le Humvee manqua la prochaine mine de justesse. Le véhicule d'Hayward essayait toujours de pousser en avant, mais les autres véhicules avaient cessé de suivre ses ordres. Ils suivaient plutôt la voie d'Elena, suivant la femme morte qui était revenue pour les sauver. Les contractants dans le véhicule d'Hayward réalisaient la même chose qu'Elena avait réalisé il y a 20 minutes. Ils avaient perdu le contrôle de la situation. Leur plan soigneux s'était effondré au moment où elle avait mis une roquette de RPG dans leur position de surveillance. La mitrailleuse ouvrit le feu encore. Cette fois, les cartouches remontèrent en la route vers le véhicule de Morrison. Elena vit les traceurs arriver, vit où ils frapperaient, savait que Morrison avait peut-être 2 secondes avant que les cartouches de calibre 50 ne commencent à déchiqueter son Humvee comme du papier. Elle ne pensa pas, juste bougea, balança son fusil sur la position Ares et commença à tirer. Tir visé rapide. 1800 mètres était une portée extrême pour cette arme, mais elle n'essayait pas de faire des tirs mortels. Juste frapper assez près pour les faire tressaillir, les faire se baisser, les faire choisir entre maintenir la discipline de tir et ne pas se faire arracher la tête. Ça a fonctionné. La mitrailleuse se tut. Morrison continua de bouger. À droite encore, 45 degrés 4, mais puis arrêté. Ils étaient à mi-chemin maintenant. 8 véhicules avec peut-être encore 100 mètres de champ de mine devant. À ce rythme, il faudrait encore 20 minutes pour que tout le monde soit dégagé. 20 minutes à faire marcher des véhicules à travers un schéma que seule elle pouvait voir, pendant que les contractants Ares essayaient de les tuer tous depuis des positions élevées, pendant que Hayward essayait de reprendre le contrôle, pendant que son corps continuait sa lente extinction de la perte de sang et du traumatisme. 20 minutes. Elle pouvait faire 20 minutes. Devait faire 20 minutes parce que l'alternative était de les laisser mourir, et elle avait déjà décidé que ce n'était pas une option. Morrison bougeait encore, suivant ses instructions, se faufilant entre les plaques de pression, avec une sorte de précision qui suggérait qu'il avait trouvé son centre calme au milieu du chaos. Bien pour lui. C'est ce que l'entraînement était censé faire. Transformer la panique en processus, la peur en concentration. La voix de Vance arriva à la radio. Faible mais claire. Thornburg, ici Vance. Je suis toujours opérationnel. De quoi avez-vous besoin? Le soulagement l'envahit. Sergent, vous êtes censé vous vider de votre sang. J'ai déjà été touché avant. Il faut plus d'une cartouche pour me garder à terre. Side trap. Je l'ai fait passer à travers le champ de mine. Mais nous avons Arias sur la crête sud avec un Madus. Je peux les supprimer, mais je ne peux pas les éliminer à cette portée. Ils vont redevenir courageux bientôt. Je peux m'occuper de ça. Donnez-moi les coordonnées. Elena les transmit, entendit du mouvement à la radio. Vance sortait de son véhicule malgré la blessure à l'épaule, malgré son âge, se mettant en position pour engager une cible qui était probablement à 1000 mètres de sa position. Le vieil homme allait se faire tuer en essayant d'aider. Mais c'était ce que vous faisiez. C'était ce que être un SEAL signifiait. Vous aidiez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus aider. Et puis vous aidez encore. La mitrailleuse ouvrit le feu encore, mais cette fois elle fut immédiatement répondue par des tirs de fusil précis du convoi. Vance y avait trouvé sa marque. La mitrailleuse se tut encore, cette fois pour de bon,
Elena vit des silhouettes se retirer de la position sud, traînant un corps avec elle. Le vieil homme venait de faire tomber un contractant Ariès en 1000 mètres avec une blessure à l'épaule et probablement un fusil qu'il n'avait jamais réglé. Certaines choses que vous ne perdiez pas. Certaines compétences restaient dans le sang. Morrison, vous faites un excellent travail. Continuez comme ça. Tournez à gauche. 30 degrés à 5 mètres. Ils étaient au 3-4 maintenant. Elena pouvait voir la fin du champ de mine où la route se redressait et les motifs de végétation revenaient à la normale. Encore 10 minutes, peut-être moins. Ils allaient y arriver. Tous. Malgré Hayward, malgré Harris, malgré le fait qu'elle avait été laissée pour morte dans la terre il y a 8 heures, c'est à ce moment-là que Hayward fit son dernier coup. Elle le vit à travers la lunette. Hayward sortant de son véhicule, pistolet à la main, marchant vers le Humvee de tête avec le but froid d'un homme qui avait décidé que s'il ne pouvait pas gagner, personne ne le pourrait. Les contractants avec lui suivirent, armes levées, créant une ligne de tir. Ils allaient exécuter Morrison, allaient tirer sur le conducteur et envoyer le véhicule déraper hors de la route dans les mines, transformer tout le convoi en une catastrophe qui serait blâmée sur la malchance et la mauvaise intelligence, et personne ne connaîtrait jamais la vérité. Elena déplaça sa lunette sur Hayward, centra les réticules sur sa poitrine. Son doigt trouva la gâchette. Cette fois, il n'y eut pas d'hésitation, pas de calcul moral, pas de pesée d'options. Il avait fait son choix. Maintenant, elle ferait le sien. Le fusil rua contre son épaule. 2400 meurtres, 20 négligeables, élévation compensée. La cartouche mit 2 secondes d'y arriver. 2 secondes pendant lesquelles Hayward continua de marcher, continua de bouger vers le véhicule de Morrison, continua d'être l'homme qui avait vendu son convoi pour de l'argent. Puis la cartouche frappa. Pas au centre de masse. Elle avait visé la poitrine, mais la perte de sang et l'épuisement avaient tiré le coup bas et à gauche. La balle le prit à la hanche, le fit tourner, le laissa tomber sur la route. Pas un tir mortel, mais suffisant pour l'arrêter. Suffisant pour mettre fin à son jeu. Les contractants se figèrent. L'un d'eux commença à lever son arme vers le véhicule de Morrison. Vance le fit tomber d'un seul coup avant qu'il ne puisse compléter le mouvement. L'autre contractant jeta son armée et leva les mains. Instinct de survie intelligent se plantant la loyauté. C'est ce qui arriva quand l'argent cessa de valoir le risque. Elena activa la radio. Morrison Hayward est à terre. Les contractants se rendent. Continuez de bouger. Nous sommes presque à la maison. Et il l'était. 10 minutes de plus de navigation prudente. 10 minutes de plus d'instruction étape par étape. 10 minutes de plus à prouver que la femme qu'ils avaient laissée mourir était la seule raison pour laquelle ils étaient encore en vie. Quand le dernier véhicule eut dégagé le champ de mine et roula sur un terrain sûr, Elena laissa sa tête tomber sur la roche. Sa vision se rétrécissait. Ses mains étaient engourdies. La douleur était passée d'aiguë à une sorte de pulsation lointaine qui suggérait que son corps fermait les systèmes non essentiels pour préserver le noyau. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Maintenant, elle pouvait se reposer. Sauf qu'il y avait encore une chose, un détail de plus qui nécessitait d'être géré. Elle sortit la tablette et ouvrit l'interface de message. Tape à phase 2 complète. Toutes les cibles éliminées. En attente des coordonnées d'extraction. La réponse revint dans 30 secondes. Travail remarquable. Équipe d'extraction en approche de votre position. État ben une minute. Elena sourit. Renvoya. Copie en attente. Puis elle transmet toute la conversation au colonel Hendricks, au commandement de la base, ainsi que chaque fichier sur la tablette. Les preuves, les virements bancaires, les listes de cibles. Tout ce qu'Arius Tactical Solutions avait été assez stupide pour documenter par écrit. Dans 20 minutes, quand leur équipe d'extraction arriverait à sa position, ils trouveraient un Navy SEAL qui venait de mettre à jour toute leur opération. Et Hicks aurait suffisamment de preuves pour mettre chacun d'entre eux en prison pour le reste de leur vie. Justice enfin,
Pas le genre rapide qui venait d'une balle. Le genre lent qui venait du système fonctionnant comme il était censé le faire. Elena ferma la tablette et regarda le ciel. Le soleil se couchait maintenant, peignant le désert dans des nuances d'ambre et de rouille. Elle écouta le convoi célébrer dans la vallée en dessous. Écouta Vance coordonner le périmètre de sécurité et la collecte des victimes. Écouta le son des hélicoptères au loin venant les ramener tous à la maison. Elle l'avait fait contre toutes les chances, contre toutes les attentes. Elle avait sauvé 24 hommes qui avaient décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée. Et en le faisant, elle prouverait quelque chose de plus important qu'aucun d'eux ne comprendrait jamais. Elle prouverait qu'être un SEAL ne concernait pas qui vous abandonnait. C'était à propos de qui vous refusiez d'abandonner. Même quand ils ne le méritaient pas, même quand cela vous coûtait tout, même quand la réponse facile était de les laisser mourir et d'appeler cela justice. Elena Thornburg ferma les yeux et écouta les rotors approchant. Le son devint plus fort, plus proche, devint tonnerre dans sa poitrine. Elle essaya de rester consciente, essaya de tenir assez longtemps pour les voir atterrir, mais l'obscurité avait d'autres idées. Et cette fois, elle la laissa venir. Quand elle ouvrit les yeux encore, elle était déjà en l'air. Les hélicoptères étaient arrivés bas au-dessus de la crête. 2 Black Hawks avec des mitrailleurs de porte scannant les menaces qui n'existaient plus. Elena les regarda approcher à travers des yeux qui continuaient d'essayer de se fermer. Son corps prenant des décisions exécutives sur la conscience que son esprit ne pouvait pas outrepasser. Elle avait fait le calcul quelque part, au moment où le convoi avait dégagé le champ de mine. Entre les blessures initiales, l'autotraitement, la perte de sang et l'effort physique de grimper 8 kilomètres sur un terrain hostile, elle aurait dû être morte il y a 3 heures. Le fait qu'elle respirait encore était moins de la biologie et plus de l'entêtement. L'hélicoptère de tête avait atterri à 50 mètres de sa position. Le souffle du rotor soulevant une tempête de poussière et de petites pierres. Elle essaya de se lever et y arriva à moitié avant que ses jambes ne décident qu'elles en avaient fini de prendre des ordres. Elle était tombée durement sur un genou, s'était rattrapée avec son fusil et était restée là pendant que le monde s'inclinait sur le côté et sa vision se rétrécissait en un tunnel cerclé de statique. Des bottes avaient frappé le sol, des pas de course, des voix criant une terminologie médicale qui sonnait très loin. Mains sur ses épaules, ses bras, vérifiant les pouls dans les voies respiratoires, et toutes les choses que les médecins vérifiaient quand ils trouvaient quelqu'un qui devrait être mort mais ne l'était pas. Quelqu'un avait coupé son uniforme. Quelqu'un d'autre commençant une IV. Une troisième voix appelant une civière et disant des mots comme choc, hypovolémique et état critique qui signifiaient tous la même chose. Elle avait trop poussé et son corps envoyait la facture finale. Chef Thornburg, pouvez-vous m'entendre? Elle avait réussi à hocher la tête, essaya de parler. Rien ne sortit qu'un râle sec. Ne parlez pas. Économisez votre énergie. Nous vous sortons d'ici. La civière était arrivée. Ils la soulevèrent en dessus avec une efficacité exercée, attachant des sangles, élevant ses jambes, faisant toutes les choses que les médecins au point de triage auraient dû faire il y a 9 heures. Elena avait voulu rire de l'ironie, mais n'avait pas le souffle pour cela. Au lieu de cela, elle attrapa le bras du médecin le plus proche et força des mots à travers sa gorge. « Convoi sûr. » Le médecin avait hoché la tête. « Ils sont sûrs, tous, grâce à vous. » C'était suffisant. Elle laissa le colonel Sarah Hendricks entrer, uniforme impeccable, malgré l'heure tardive, expression illisible. Elena l'avait rencontré exactement 2 fois avant d'aujourd'hui. Les 2 fois avaient été brèves, professionnelles. Maintenant, la femme qui commandait toute la base tirait une chaise à côté de son lit. Madame, la voix d'Elena était rauque, la gorge à vif à cause de l'intubation. Combien de temps étais-je inconsciente? 18 heures, 3 opérations. Les médecins disent que vous allez vous en sortir, mais c'était juste. Chris se pencha en avant, les coudes sur les genoux. J'ai lu les rapports d'après-action, tous. J'ai examiné les preuves sur la tablette que vous avez récupérée.
J'ai interrogé chaque membre de ce convoi et j'ai passé les 6 dernières heures en conférence téléphonique avec JAG, CID et environ une douzaine d'agences à 3 lettres qui sont toutes très intéressées par ce qui s'est passé hier. Elle fait une pause. Alors maintenant, j'ai besoin de l'entendre de votre part. Tout. À partir du moment où ils vous ont laissé derrière, Elena lui raconta chaque détail, le rejet au triage, l'autotraitement, la découverte de la conspiration, l'ascension vers la crête, la fusillade avec les contractants, la décision de ne pas se tirer sur Hayward, la navigation impossible à travers le champ de mine. Crix n'interrompit pas, ne prit pas de notes, juste écouta avec l'intensité de quelqu'un qui comprenait que le registre officiel et la vérité étaient parfois des choses différentes. Quand Elena eut fini, Hendricks se rassit. Le chef Blackwell a été relevé de ses fonctions en attendant une enquête. Sa décision de vous refuser un traitement a violé chaque protocole que nous avons. Le fait que vous ayez survécu malgré cette décision ne l'excuse pas. Il a suivi son entraînement. Madame, triage par gravité. J'étais consciente, mobile selon le manuel. Je n'étais pas critique. Vous aviez une blessure abdominale pénétrante avec des dommages artériels majeurs. Vous étiez absolument critique. Il a fait une évaluation basée sur une supposition plutôt que sur un examen. Ce n'est pas suivre le manuel, c'est de la négligence. La voix d'Hendricks se durcit, et je ne tolérerai pas la négligence dans mon commandement, quel que soit le résultat. S'éclaircit la gorge. Elena ne discuta pas parce que Crix avait raison. Blackwell l'avait regardé et avait vu une femme qui ne pouvait possiblement pas être aussi gravement blessée qu'elle le prétendait. Avait fait un jugement basé sur un préjugé plutôt que sur des preuves. Et ce genre de pensée faisait tuer des gens. Le capitaine Hayward est en détention, continua Crix. Il survivra à la blessure par balle assez longtemps pour être jugé. Les contractants intégrés dans le convoi ont été arrêtés. Arise Tactical Solutions est actuellement perquisitionné par des agents fédéraux dans 4 États. Les comptes bancaires que vous avez identifiés ont été gelés. Les preuves que vous avez récupérées sont suffisantes pour poursuivre non seulement cette opération, mais des douzaines d'autres remontant à 18 mois. Combien? Demanda Elena. Excusez-moi, combien ont-ils volé au total? L'expression d'Hendricks devint froide. L'estimation actuelle est de 42 millions de dollars. Fournitures médicales, armes, pièces de véhicules, tout cela détourné et vendu aux plus offrants. Pendant que des soldats mouraient parce qu'ils n'avaient pas l'équipement dont ils avaient besoin, elle fit une pause. Vance découvrit la première divergence il y a 3 jours, commença à poser des questions. Hayward paniqua et décida qu'éliminer Vance était plus propre que d'essayer de cacher les preuves. Alors, l'embuscade était spécifiquement pour tuer Vance. L'embuscade était pour tuer Vance et toute autre personne qui aurait pu voir les preuves. Vous, spécialiste Kessler, soldat de première classe Braddock, vous tous étiez sur la liste des cibles. Le champ de mine était une assurance. Si l'embuscade ne tuait pas tout le monde, les mines le feraient. Hendricks rencontra les yeux d'Elena. Il ne comptait pas sur vous pour survivre à la première tentative. Et il ne comptait certainement pas sur vous pour être assez déterminé pour marcher 8 kilomètres à travers un territoire hostile pour sauver les gens qui vous avaient laissé derrière. Elena regarda ses mains. Elles étaient bandées, des lignes de perfusion intraveineuse couraient dans ses 2 bras, des moniteurs clippés à ses doigts. Elle y avait poussé son corps au-delà de chaque limite raisonnable et de quelques déraisonnables. Les médecins lui avaient dit qu'elle aurait besoin de mois de récupération, de physiothérapie, d'éventuels dommages permanents à sa jambe. Tout cela pour des hommes qui avaient décidé qu'elle ne valait pas les fournitures médicales. « Madame, je dois demander, ai-je fait la bonne chose en revenant pour eux? » Chris ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était plus douce qu'Elena ne l'avait jamais entendue. « Chef Thornburg, j'ai été dans l'armée pendant 32 ans. J'ai commandé des soldats dans 3 guerres et une douzaine de conflits plus petits. J'ai écrit des lettres aux familles expliquant pourquoi leurs fils et leurs filles ne rentrent pas à la maison.
Et j'ai appris qu'il y a une différence entre suivre les ordres et faire ce qui est juste. Vous aviez toutes les justifications pour activer votre balise et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Toutes les raisons de laisser ce convoi rouler dans le champ de mine et d'appeler cela justice. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes revenu. Et parce que vous êtes revenu, 24 soldats sont vivants aujourd'hui qui ne le seraient pas autrement. Elle se leva. Alors oui, chef, vous avez fait la bonne chose. Même si cela vous a presque tué, peut-être surtout parce que cela vous a presque tué. Le colonel se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. La recommandation pour la Navy Cross a déjà été soumise. L'amiral Harrington lui-même s'éclaircit la gorge, vient en avion demain pour la présenter. Vous avez également été promu chef principal avec effet immédiat. Félicitations. Helena essaya de traiter cela. Navy Cross, promotion, reconnaissance des plus hauts niveaux de commandement. Tout cela pour faire ce qu'elle avait été entraînée à faire. Terminer la mission et ramener tout le monde à la maison. Madame, je n'ai pas besoin d'une médaille. J'ai juste besoin de savoir que cela a signifié quelque chose. Que ces hommes comprennent ce qui s'est passé, ce qui a failli se passer. Ils comprennent, dit Hendrick doucement. Croyez-moi, ils comprennent. Après le départ du colonel, Helena regarda le plafond et essaya de concilier la personne qu'elle avait été hier matin avec la personne qu'elle était maintenant. Même nom, même visage, même cicatrice, plus quelques nouvelles. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle avait traversé le feu et était sortie de l'autre côté, changée de façon qu'elle ne pouvait pas encore tout à fait articuler. La porte s'ouvrit encore. Cette fois, c'était la spécialiste Amy Kessler, sans uniforme, paraissant plus jeune que ses 26 ans. Elle s'arrêta juste à l'intérieur de l'embrasure, incertaine. « Chef, je suis désolé. Je peux revenir si vous vous reposez. » Je me suis reposé pendant 18 heures. Entrez. Kessler s'approcha lentement du lit, portant quelque chose enveloppé dans un tissu. Quand elle fut assez près, Helena put voir qu'elle avait pleuré. Larmes récentes, yeux encore rouges. J'avais besoin de vous voir, besoin de dire quelque chose. Vous ne me devez rien, Kessler. Oui, je le fais. La voix de la femme plus jeune se brisa. J'aurais dû me battre plus fort pour vous au point de triage. Aurais dû insister pour que Blackwell vous traite. Aurait dû faire quelque chose d'autre que de juste rester là pendant qu'il vous laissait derrière. Les larmes vinrent encore, plus fortes cette fois. Vous avez sauvé ma vie hier, m'avez guidé à travers ce champ de mine pendant que je perdais la tête de peur. Et je ne peux pas arrêter de penser à comment je n'ai pas sauvé la vôtre quand vous en aviez besoin. Helena tendit la main et prit celle de Kessler. Sa propre prise était faible, mais c'était suffisant. Amy, écoutez-moi. Vous étiez une jeune médecin suivant les ordres d'un sous-officier supérieur. Vous avez hésité. Vous avez questionné. Cela a pris du courage. Et quand j'ai eu besoin de quelqu'un à qui je pouvais faire confiance à cette radio, vous étiez là. Vous avez suivi mes instructions exactement. Et vous avez aidé à faire passer tout le monde en sécurité. C'est ce dont j'avais besoin de vous. C'est ce que vous m'avez donné. Mais j'aurais dû faire plus au début. Peut-être, probablement, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière et corriger le début. Nous n'avons qu'à décider ce que nous faisons avec le milieu et la fin. Helena lui serra la main. Vous avez bien fait hier. Je suis fier de vous. Kessler s'essuya les yeux et déballa soigneusement le tissu qu'elle portait. À l'intérieur se trouvait le chemisier d'uniforme d'Helena, nettoyé et réparé, les sections déchirées cousues avec soin. Le trident scellé brillait sur le col. Je pensais que vous voudriez ceci, quand vous serez prête. Helena le prit avec des mains tremblantes. Hier, elle avait gagné ce trident une deuxième fois. Pas par la semaine de l'enfer ou des évolutions impossibles, mais par le choix plus difficile, sauver les gens qui avaient décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée. Merci, dit Helena doucement. Cela signifie plus que vous ne savez. Kessler hocha la tête et se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte.
Chef, une chose de plus. Le soldat de première classe Braddock voulait que je vous dise quelque chose. Il a dit de vous dire qu'il va devenir médecin. A dit que si vous pouviez sauver des vies en vous vidant de votre sang dans le désert, le moins qu'il puisse faire était d'apprendre à les sauver à l'hôpital. Il commence l'entraînement le mois prochain. Après le départ de Kessler, Elena tint l'uniforme et se laissa sentir le poids de ce qu'elle avait fait. Pas la médaille qui arrivait, pas la promotion, juste la simple connaissance qu'elle avait fait une différence, que sa douleur avait un but, que le choix de revenir, aussi impossible et irrationnel qu'il l'avait été, était le bon. La porte s'ouvrit une troisième fois. Le maître principal Garrett Vance entra, le bras gauche en écharpe, se déplaçant avec la démarche raide d'un homme à qui on avait dit de rester au lit et qui avait ignoré ce conseil. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en un jour, mais ses yeux étaient clairs et vifs comme jamais. « Sergent, dit Elena, vous êtes censé vous reposer. Vous aussi. On dirait que nous sommes tous les deux mauvais à suivre les ordres. » Il tira la chaise plus près du lit et s'assit avec un grognement. « Comment vous sentez-vous? » Comme si j'avais été touché, gravi une montagne et s'éclairci la gorge, guidé un convoi à travers un champ de mines. Donc mardi, malgré tout, Elena rit. Cela lui faisait mal à l'abdomen, mais ça valait le coup. Vance avait toujours eu la capacité de percer l'obscurité avec un seul commentaire sec. C'était une des choses qui avait fait de lui un excellent instructeur. Ils s'assirent en silence confortable un instant. Puis Vance dit, « Je vous dois des excuses pourquoi? Pour ne pas m'être battu plus fort pour vous faire monter dans cet hélicoptère. Je savais que c'était faux, savais que vous étiez critique, mais j'étais blessé et Hayward tirait de son grade. Et je ne me suis laissé mettre dans cet oiseau sans m'assurer que vous veniez avec moi. » Sa mâchoire se serra. C'était un échec de leadership et cela a failli vous tuer. Sergent, vous avez essayé. Je vous ai entendu. C'est plus que n'importe qui d'autre n'a fait. Essayer n'est pas suffisant. Pas quand des vies sont en jeu. Il rencontra ses yeux. Je fais cela depuis 33 ans. Entraîner des centaines de SEALs. Les ai regardés se déployer dans chaque trou de l'enfer sur la planète. Et hier, j'ai appris que l'un des meilleurs opérateurs que j'ai jamais entraîné est meilleur que je ne lui ai donné de crédit. Mieux que je ne méritais. Elena sentit sa gorge se serrer. S'éclaircit la gorge. J'ai appris des meilleurs. Non, vous avez appris de moi. Mais ce que vous avez fait hier qui venait d'ailleurs, de plus profond, cela venait du caractère. Il tendit la main dans sa poche et sortit quelque chose de petit. J'allais donner ceci à mon petit-fils. Il a 17 ans. Pense qu'il veut être un SEAL comme son grand-père. Mais après hier, je pense que ça vous appartient. Il lui tendit une petite épingle. Pas le trident de SEAL, quelque chose de plus ancien. Une épingle de reconnaissance de force, argent terni de l'ère Vietnam avec l'insigne d'aigle et de parachute. Il semblait qu'il avait vu un usage difficile dans des années plus difficiles. Ceci m'a été donné par mon instructeur en 1972. Il m'a dit de le transmettre à quelqu'un qui incarnait ce que signifiait être un guerrier. Pas juste les compétences, le cœur. Vance ferma ses doigts autour de l'épingle. Vous avez gagné ceci hier, chef. Vous l'avez gagné en étant meilleur que le reste d'entre nous, en choisissant de nous sauver quand nous avions choisi de vous laisser. Ce n'est pas juste être un guerrier, c'est être un leader. Elena regarda l'épingle, s'éclaircit la gorge, sentant le poids de l'histoire dans le métal. Ceci avait été porté à travers le Vietnam, à travers la guerre froide, à travers tempête du désert et la Somalie et l'Afghanistan et l'Irak, porté par des hommes qui avaient fait face à des chances impossibles et avaient survécu par l'habileté et le courage et le refus d'abandonner. Et maintenant, c'était à elle. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Juste promettez-moi quelque chose. Vance se pencha en avant. Promettez-moi que vous continuerez d'être exactement qui vous êtes. La marine change lentement, trop lentement, mais elle change. Et elle a besoin de gens comme vous pour leur montrer à quoi ressemble l'avenir. Des
qui ne se contentent pas d'atteindre le standard, mais le dépassent, qui ne demandent pas de traitement spécial, mais exigent l'égalité des chances, qui prouvent leur valeur non pas avec des mots, mais avec des actions. Il sourit. Vous avez fait cela hier. Vous avez prouvé quelque chose qui avait besoin d'être prouvé. Maintenant, promettez-moi que vous continuerez de le prouver. Chaque jour jusqu'au jour où personne ne remettra en question si vous avez votre place. Je promets. Vance se leva, grimaçant légèrement alors que son épaule protestait le mouvement. Bien. Maintenant, reposez-vous. L'amiral Harrington vient demain et vous devez avoir l'air présentable pour votre cérémonie de médaille. On ne peut pas vous avoir vous évanouir pendant la présentation. Mauvaise image. Après le départ de Vance, Elena épingla l'insigne Force Recon sur sa blouse d'hôpital, juste au-dessus de son cœur, à côté de l'endroit où le trident de Seal irait sur son uniforme. 2 symboles d'excellence, 2 promesses qu'elle avait faites et tenues. 2 chapitres dans une histoire qui était loin d'être finie. Le prochain visiteur vint après la tombée de la nuit. Le soldat de première classe Ethan Burdock se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air de vouloir courir. Il avait 19 ans, le visage frais, probablement à son premier déploiement. Le gamin qu'elle avait tiré du Humvee en feu, le gamin qu'elle avait porté sur 40 mètres en se vidant de son sang. Le gamin qui avait survécu parce qu'elle avait décidé que sa vie valait la peine d'être sauvée. Chef Thornburg, je suis désolé. Je ne veux pas vous déranger. Je voulais juste entrer, Braddock. Asseyez-vous. Il s'assit sur le bord de la chaise comme si elle pouvait s'effondrer sous lui. Ses mains remuaient avec sa casquette, la tournant nerveusement. J'avais besoin de vous remercier d'avoir sauvé ma vie 2 fois. D'abord dans l'embuscade, puis dans le champ de mine. Je ne sais pas comment rembourser cela. Vous ne le remboursez pas, vous le transmettez. Un jour, vous serez en position de sauver quelqu'un d'autre. Quand ce jour viendra, vous vous rappellerez ce que cela faisait d'être tiré d'un véhicule en feu par quelqu'un qui n'a pas abandonné sur vous. Et vous faites le même choix que moi. Braddock hocha la tête, clignant fort des yeux contre des larmes qu'il essayait de ne pas verser. La spécialiste Kessler m'a dit que vous n'aviez pas à revenir pour nous, que vous auriez pu appeler à l'aide et nous laisser rouler dans ce champ de mine. Est-ce vrai? Elena considéra la question. La réponse facile était oui. La réponse honnête était plus compliquée. J'avais un choix. Nous avons tous des choix. La question est, quel genre de personne nous voulons être quand nous les faisons? Quel genre de personne êtes-vous? Je suis le genre qui ne laisse pas les gens derrière. Même quand ils me quittent, même quand c'est difficile, même quand cela me tue presque. Elle rencontra ses yeux, et j'espère que c'est le genre de personne que vous deviendrez aussi. Braddock se leva, se mit au garde à vous, et salua avec une précision de terrain de parade. Elena, de son lit d'hôpital, le lui rendit du mieux qu'elle put. Quand il partit, il se tenait un peu plus droit, se portant avec le début de quelque chose qui pourrait devenir de la confiance, s'il la nourrissait assez soigneusement. Le dernier visiteur vint juste avant minuit. Le médecin-chef Ryan Blackwell se tenait dans l'embrasure de la porte et, contrairement aux autres, il ne demanda pas la permission d'entrer, juste resta là dans la lumière fluorescente dure, ressemblant à un homme qui avait été évidé et rempli de honte. « Je n'ai pas le droit d'être ici, » dit-il finalement. « Je sais cela, mais j'avais besoin de vous voir, besoin de faire face à ce que j'ai fait. » Elena ne dit rien, juste le regarda lutter avec des mots qui ne venaient pas facilement. « Je me suis trompé sur vous, sur la situation, sur tout. » Sa voix se brisa. J'ai fait un jugement basé sur une supposition plutôt que sur des preuves. Je vous ai regardé et j'ai vu une femme et j'ai décidé que cela signifiait que vous ne pouviez pas être aussi gravement blessé qu'elle le prétendait. Je me suis trompé et ma mauvaise décision a failli vous tuer. Cela a fait plus que cela, dit Elena doucement. Cela m'a appris exactement ce que j'avais besoin de savoir sur qui je pouvais faire confiance quand tout allait mal. Blackwell tressaillit comme si elle l'avait frappé. J'ai été relevé de mes fonctions en attendant une enquête. Je perdrais probablement ma certification.
Ma carrière est finie. Bien. Le mot reste en suspens entre eux. Dur, final, impitoyable. Je mérite cela, dit Blackwell. Je mérite pire. Mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Je ne fais pas d'excuses. Je ne demande pas pardon. J'ai juste besoin que vous sachiez que je vais passer le reste de ma carrière, ce qu'il en reste, à m'assurer que personne d'autre ne fait la même erreur que moi. Je vais enseigner, je vais entraîner, je vais m'assurer, putain, que chaque médecin qui vient après moi comprend que le triage est basé sur des preuves, pas sur des suppositions. Que tout le monde est évalué correctement. Peu importe qui ils sont ou à quoi ils ressemblent, il rencontrera ses yeux. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux m'assurer que ça n'arrive plus jamais. Elena l'étudia un long moment, vit un remords sincère, vit un homme qui avait fait une terrible erreur et était prêt à porter le poids de celle-ci pour le reste de sa vie. Cela n'excusait pas ce qu'il avait fait, n'effaça pas les heures qu'elle avait passées à saigner dans la terre parce qu'il avait décidé qu'elle ne valait pas les fournitures médicales. Mais c'était quelque chose. Alors faites cela, dit-elle. Faites que cela signifie quelque chose. Assurez-vous que ma douleur n'a pas été gaspillée. Blackwell hocha la tête et partit sans un autre mot. L'amiral James Harrington arriva à 9 heures le lendemain matin avec un entourage qui comprenait la moitié de l'état-major du commandement de la base et une équipe médicale qui insista pour qu'Elena soit transférée dans un fauteuil roulant pour la cérémonie, malgré sa protestation qu'elle pouvait se tenir debout. Ils firent un compromis sur elle assise dans son lit, blouse d'uniforme drapée sur ses épaules, trident de cils polis et brillants. L'amiral avait 58 ans, marine de bout en bout, avec le genre de présence qui rendait les pièces silencieuses quand il entrait. Il se tint au pied de son lit pendant qu'un capitaine lisait la citation à haute voix. Pour héroïsme extraordinaire au combat contre des forces ennemies. Maître principal Elena Thornburg, alors qu'elle servait comme médecin Navy SEAL attaché aux opérations de convoi dans l'est de la Syrie, fut gravement blessée lors d'une embuscade ennemie et laissée derrière pendant l'évacuation médicale. Malgré des blessures mortelles, le chef Thornburg effectua un autotraitement sous le feu, identifia et neutralisa une équipe de contractants hostiles, découvrit des preuves de menaces internes et de corruption, et guida seul son convoi à travers un champ de mines actif sous le feu ennemi, sauvant 24 vies à un risque personnel extrême. Ces actions prévinrent une perte de vie catastrophique et exposèrent un réseau de corruption majeur au sein des opérations logistiques militaires. Son courage, son expertise tactique et son engagement inébranlable envers ses compagnons de service reflètent les plus hautes traditions du service naval des États-Unis. Harrington s'avança et épingla la Navy Cross à son uniforme. Le poids de cela était plus que la médaille. C'était le poids de la reconnaissance, de la validation, de la preuve que ce qu'elle avait fait importait. Chef Thornburg, dit l'amiral, la marine est chanceuse d'avoir des guerriers de votre calibre. Vous n'avez pas seulement sauvé des vies, vous avez établi un standard qui sera enseigné pendant des générations. Je suis fier de servir à vos côtés. Il salua. Elena le lui rendit, et juste un instant, la douleur et l'épuisement et les souvenirs de saignement dans la terre s'estompèrent tous en quelque chose de plus simple. Fierté, pure et simple. Après la cérémonie, après les photographies et les félicitations et les promesses de rester en contact, Elena fut finalement laissée seule. Elle s'assit dans la chambre d'hôpital calme, Navy Cross sur sa poitrine, épingle de reconnaissance de force sur son cœur, et pensa au voyage qui l'avait amenée ici. Elle avait rejoint la marine pour honorer son frère, était devenue un SEAL pour prouver qu'elle le pouvait, avait survécu hier pour montrer qu'être laissé derrière ne signifiait pas être vaincu. Chaque pas avait été plus difficile que le précédent. Chaque défi avait exigé plus qu'elle ne pensait pouvoir donner. Et chaque fois, elle avait trouvé quelque chose de plus, une réserve de force qu'elle n'avait pas su exister jusqu'à ce qu'elle en ait besoin. La tablette vibra avec un message.
On lui avait donné une nouvelle depuis que la tablette de preuves avait été saisie pour l'enquête. Celle-ci venait du colonel Hicks. Médias demandant des interviews. Votre décision de leur parler ou non. De toute façon, votre histoire se répand. Pensez que vous deviez savoir. Elena le considéra. L'attention, les interviews, la chance de raconter son histoire avec ses propres mots. Une partie d'elle voulait cela, voulait s'assurer que les gens comprenaient ce qui s'était passé, voulait empêcher que cela ne se reproduise. Mais une autre partie, la partie qui avait passé 8 ans dans les équipes à apprendre à travailler en silence, ne voulait rien de plus que de s'effacer dans l'obscurité et laisser le travail parler de lui-même. Elle répondit par écrit, « Pas d'interview. La mission est ce qui importe. Pas la reconnaissance de moi. » La réponse d'Hendrick vint immédiatement. « J'ai deviné que vous diriez ça. Pour ce que ça vaut, c'est exactement pourquoi vous méritez la reconnaissance. » 3 semaines plus tard, Elena fut transférée au centre médical Walter Reed pour une récupération prolongée et de la physiothérapie. Le médecin dit qu'elle aurait besoin d'au moins 6 mois avant de retourner en service actif, possiblement plus longtemps. Les dommages à sa jambe étaient étendus et il était question de limitations permanentes qui pourraient affecter sa capacité à servir dans des rôles de combat. Elle refusa de les croire. Passa 8 heures par jour en physiothérapie, poussant à travers la douleur qui faisait que le champ de mine semblait un échauffement, reconstruisit sa force progressivement, célébrant des victoires mesurées en degrés de mouvement et en livres de poids soulevés. Le thérapeute l'appela leur patiente la plus têtue. Elle le prit comme un compliment. Vance visita 2 fois par semaine, coordonnant ses propres sessions de thérapie avec les siennes pour qu'ils puissent souffrir ensemble. Ils ne parlaient pas beaucoup pendant les sessions, juste travaillaient côte à côte, 2 guerriers refusant de laisser les blessures définir leurs limitations. Après, ils partageaient un café à la cafétéria de l'hôpital et parlaient de tout sauf de ce qui s'était passé en Syrie. Famille, plans pour l'avenir, la nature changeante de la guerre, et si les vieilles méthodes comptaient encore dans un monde de drones et de cyberattaques. « Vous le regrettez jamais ?» demanda Vance un après-midi. « Revenu pour nous. » Elena y pensa. La réponse honnête. Chaque fois que je regarde ma jambe et me demande si je courrais un jour de nouveau. Chaque fois que la douleur me réveille la nuit. Chaque fois que je pense à combien il aurait été plus facile de juste appeler à l'aide et de vous laisser tous rouler dans ce champ de mine. Elle sirota son café. Mais non, je ne le regrette pas parce que l'alternative était de devenir quelqu'un avec qui je ne pouvais pas vivre. Et je préférerais m'occuper d'une mauvaise jambe plutôt que d'une mauvaise conscience. Vance hocha la tête lentement. Je pensais que le courage était de ne pas avoir peur. Il m'a fallu environ 30 ans pour comprendre qu'il s'agit en fait d'avoir peur et de faire la bonne chose quand même. Vous avez compris cela beaucoup plus vite que moi. 6 mois plus tard, Elena se tenait au cimetière national d'Arlington par un froid matin de novembre. Les funérailles étaient privées, limitées à la famille et aux amis proches, mais Vance lui avait demandé d'être là. Son instructeur du Vietnam, l'homme qui lui avait donné l'épingle de reconnaissance de force qui vivait maintenant dans la vitrine d'Elena, avait finalement perdu sa bataille contre le cancer. Il avait 92 ans, une légende dans la communauté des opérations spéciales, et selon Vance, le plus grand guerrier qu'il ait jamais connu. Après la cérémonie, après les fusils et le drapeau, et le pliage soigneux des honneurs, Elena se tint à côté de Vance devant la stèle. C'était du simple granit, rien d'élégant, juste un nom et des dates dans l'insigne de reconnaissance de force, exactement ce que le vieil homme avait voulu. « Il vous aurait aimé, dit Vance, aurait apprécié ce que vous avez fait, le choix que vous avez fait. J'aurais aimé le rencontrer. Vous l'avez fait en quelque sorte. Chaque leçon que je vous ai enseignée venait de lui à l'origine. Chaque dure vérité sur ce que signifie servir. Chaque standard que vous deviez atteindre. » Vance plaça une main sur la pierre tombale. Il disait que ce qui définit un guerrier n'est pas comment il se bat, c'est pourquoi il se bat. Et pourquoi il continue de se battre quand il n'y a pas de gloire là-dedans. Pas de reconnaissance. Personne ne regardant pour voir s'ils abandonnent. Il se tourna vers Elena.
Vous avez prouvé cela, Syrie. Prouvez qu'être un guerrier, c'est le service, pas la reconnaissance. À propos de faire la bonne chose, même quand cela vous coûte tout. Ils restèrent en silence un instant, deux guerriers honorant un troisième, le vent froid coupant à travers leurs uniformes de cérémonie. Puis Helena tira l'épingle de reconnaissance de force de sa poche, celle que Vance lui avait donnée à l'hôpital. Elle la plaça sur la stèle à côté d'une douzaine d'autres qui avaient été laissées par des gens rendant leur respect. « Je ne peux pas garder ceci, » dit-elle. « Ça appartient ici avec lui. » Vance ramassa l'épingle et la pressa de nouveau dans sa main. « Non, ça vous appartient. Il aurait voulu que vous l'ayez, que vous la portiez en avant, que vous la transmettiez un jour à quelqu'un qui incarne les mêmes choses que vous. » Il ferma ses doigts autour de l'épingle. « C'est ainsi que nous les honorons. Non pas en laissant des bibelots sur les tombes, mais en étant à la hauteur des standards qu'ils ont établis, en étant dignes de la tradition qu'ils ont transmise. » Helena mit l'épingle dans sa poche et s'éclaircit la gorge, salua la stèle. Vance fit de même. Puis ils marchèrent en silence ensemble à travers Arlington, passant devant des rangées de marqueurs blancs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, chacun représentant une vie donnée au service. Un choix fait pour se tenir entre la maison et le mal. Un guerrier qui avait répondu à l'appel et payé le prix. « Vous savez quelle est la partie la plus difficile ?» dit Helena alors qu'ils marchaient. « Pas les blessures, pas la récupération. C'est de savoir que j'ai tout fait correctement selon le manuel, exactement comme j'ai été entraîné, et ils m'ont quand même laissé derrière. Comment vous en remettez-vous? Comment faites-vous confiance au système encore? » Vance resta silencieux un long moment. « Vous ne faites pas confiance au système. Vous faites confiance aux gens qui prouvent qu'ils le méritent. Et vous devenez le genre de personne à qui les autres peuvent faire confiance quand le système les trahit. » Il arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « La marine change, Helena. Lentement, trop lentement, mais elle change. Et elle change parce que des gens comme vous prouvent que les vieilles suppositions sont fausses, que les femmes peuvent faire le travail aussi bien que les hommes, que le courage n'a pas de genre, que le leadership est une question de caractère, pas de chromosomes. » Il sourit. « Vous n'avez pas juste sauvé 24 vies en Syrie. Vous avez changé des esprits, défié des suppositions, forcé les gens à reconsidérer leurs préjugés. Cela vaut plus que n'importe quel métal. Ça ne le sent pas quand je suis en physiothérapie essayant de reconstruire des muscles qui pourraient ne plus jamais fonctionner correctement. Je sais. Mais un jour, peut-être dans des années, une jeune femme va réussir le bouddhisme parce que vous avez prouvé que c'était possible, parce que vous leur avez montré à quoi ressemble une seule femme. Et elle va sauver des vies, diriger des équipes, faire des choses impossibles. Et ce sera parce que vous avez traversé l'enfer et êtes sorti de l'autre côté sans abandonner. » Vance recommença à marcher. « C'est un héritage, Helena. C'est ce qui compte. Pas les médailles ou la reconnaissance, les vies que vous touchez, les standards que vous établissez, le chemin que vous dégagez pour ceux qui viennent après. » Ils atteignirent les grilles du cimetière et s'arrêtèrent. Au-delà d'eux, la ville attendait. Le monde normal où les gens s'inquiétaient de choses normales et ne comprenaient pas ce que cela coûtait de les garder en sécurité. Helena avait fait partie de ce monde une fois avant d'éclore dans le feu et le sang. Quelqu'un qui avait appris qu'être laissé derrière n'était pas la fin de l'histoire, juste un chapitre dans un voyage plus long. « Vous êtes prête à y retourner ?» demanda Vance. « La commission de physiothérapie se réunit la semaine prochaine. Ils vous autoriseront probablement pour un service léger. » « Je ne veux pas de service léger. » « Je sais, mais vous prenez ce qu'ils vous donnent et prouvez que vous pouvez en gérer plus. C'est comme ça que vous gagnez votre retour. Un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus vous le refuser. » Helena regarda sa jambe. Ça faisait encore mal, probablement toujours. La physiothérapie avait restauré la plupart des fonctions, mais il y avait des limitations maintenant. Des choses qu'elle ne pouvait pas faire aussi bien qu'avant. Des faiblesses qu'elle devrait compenser. Mais elle était debout, marchait, se battait. « J'y arriverai, dit-elle. »
6 mois après cela, le maître principal Elena Thornburg retourna au service actif avec le SEAL Team 4, pas dans un rôle de combat, pas encore, mais comme instructrice au Centre de guerre spécial naval à Coronado, enseignant à la prochaine génération de Sea Seals ce que signifiait servir, ce que signifiait persister, ce que signifiait ne jamais laisser personne derrière, même quand ils vous avaient laissé. Le premier jour, elle se tint devant une classe de candidats BIOS et leur raconta une histoire. Pas sur les médailles ou la reconnaissance ou la gloire, sur le fait d'être laissé derrière dans le désert syrien avec un trou dans l'estomac et un choix à faire, sur le fait de grimper une montagne en se vidant de son sang, sur le fait de sauver les gens qui avaient décidé qu'elles ne valaient pas la peine d'être sauvés, sur le fait d'apprendre qu'être un SEAL ne concernait pas le trident sur votre poitrine. C'était à propos des choix que vous faisiez quand personne ne regardait et qu'il n'y avait pas de récompense pour faire la bonne chose, sauf de savoir que vous l'aviez faite. Les candidats écoutèrent en silence. Certains d'entre eux comprirent. Certains ne comprendraient qu'années plus tard quand ils feraient face à leur propre choix impossible et devraient décider quel genre de guerrier ils voulaient être. Mais ils se souviendraient. Ils porteraient cette histoire avec eux au combat, dans le leadership, dans les moments qui définissaient s'ils étaient juste des soldats ou quelque chose de plus. Après le cours, Elena marcha le long de la plage où elle avait passé d'innombrables heures pendant son propre entraînement. Le ressac était froid et implacable, exactement comme elle se souvenait. Elle se tint au bord de l'eau et pensa à tous ceux qui l'avaient amenée à ce moment. Devon, qui mourut pour qu'elle puisse apprendre à combattre la corruption. Vance, qui lui avait appris que les standards importaient plus que les opinions. L'ancien instructeur de reconnaissance de force qu'elle n'avait jamais rencontré, mais dont elle portait l'héritage. Les 24 hommes qu'elle avait sauvés en Syrie, qui avaient appris que laisser des gens derrière avait des conséquences. Et Hayward, assis dans une prison militaire, en attente de jugement pour conspiration, corruption et tentative de meurtre. Son histoire se terminait. La sienne ne faisait que commencer. Elena tira l'épingle Force Recon de sa poche et la tint à la lumière. Argent terni, aigle et parachute. Une promesse faite et tenue à travers les générations. Un jour, elle la transmettrait à quelqu'un qui incarnerait les mêmes valeurs. Quelqu'un qui choisirait le service plutôt que soi-même, la miséricorde plutôt que la vengeance, le dur juste plutôt que le facile faux. Mais pas encore. Elle avait encore plus à prouver, plus à enseigner, plus à donner. Elle épingla l'insigne à son uniforme juste à côté de son trident de SEAL et marcha de nouveau vers le complexe d'entraînement. Derrière elle, le ressac continuait son assaut sans fin sur le rivage. Implacable, impitoyable, exactement comme les standards qu'elle avait juré de maintenir. Il l'avait laissée mourir dans le désert syrien parce qu'il pensait qu'elle était superflue, pensait qu'elle était faible, pensait qu'elle n'avait pas sa place. Il s'était trompé sur tout cela. Et chaque jour qu'elle portait l'uniforme, chaque vie qu'elle touchait, chaque étudiant qu'elle enseignait, elle prouvait exactement à quel point il s'était trompé. Elena Thornburg était un Navy SEAL. Non pas parce que quelqu'un lui avait donné la permission, mais parce qu'elle l'avait gagné dans le sang et la douleur, et le refus d'abandonner quand abandonner aurait été plus facile. Elle l'avait gagné en étant meilleure que les gens qui l'avaient abandonnée, en choisissant de les sauver quand même. En prouvant que les guerriers sont définis non pas par qui les abandonne, mais par qui ils refusent d'abandonner. Et elle continuerait à le gagner chaque jour pour le reste de sa vie, parce que c'est ce que les guerriers faisaient. Ils servaient, ils persistaient, ils ne laissaient jamais personne derrière, pas jamais. Et pas même quand les leurs l'avaient